Franz Kafka. Lettre au père. Franz Kafka, né à Prague le 3 juillet 1883 dans une famille juive, a fait ses études au lycée allemand de Prague de 1893 à 1901, puis à l'université allemande où, en 1904, il a connu Max Brod, qui allait devenir son plus fidèle ami et l'éditeur de ses œuvres posthumes. En 1907, il entre dans une compagnie d'assurance, les Assicurazioni Generali, et en 1908 dans une compagnie d'assurance contre les accidents du travail qui était une entreprise semi-nationalisée. Son expérience professionnelle jouera un rôle capital dans la vision du monde social que son œuvre reflète avec la plus extrême précision. 4 amours ont marqué sa vie. En 1912, il rencontre Félix Bauer, avec qui il se fiance 2 fois et rompt définitivement en 1917, année où sa tuberculose pulmonaire est diagnostiquée. En 1919, il se fiance avec Julie Vorizek et rompt en partie à cause de l'hostilité de son père à ce mariage, en partie à cause de ses relations avec Milena Jesenska, écrivaine tchèque avec laquelle il échange une admirable correspondance d'amour. À la fin de 1920, son état s'aggrave, mais hostile à la médecine officielle, il tente de se soigner seul, en dehors des sanatoriums classiques. En 1923, au cours de vacances au bord de la Baltique, il fait la connaissance de Dora Diman, s'installe avec elle à Berlin. Là, la misère due à l'inflation et à un terrible hiver, sans charbon, hâte l'évolution de sa maladie. Atteint de laryngite, tuberculeuse, il est transporté après 2 séjours dans des hôpitaux de Vienne, au sanatorium de Kirling, où il meurt le 3 juin 1924, après une atroce agonie. Très cher père, dernièrement, tu m'as demandé incidemment pourquoi je prétendais te craindre. J'ai été comme d'habitude incapable de te répondre, en partie à cause justement de la crainte que j'ai de toi, en partie parce que, à l'explication de cette crainte seraient liés des détails trop nombreux pour que, oralement, je puisse en faire à peu près la somme. Et maintenant que j'essaie de te répondre par écrit, ce ne sera néanmoins que très incomplet, car en écrivant aussi la crainte et ses conséquences m'entravent face à toi. Et de toute façon, l'ampleur de la matière outrepasse largement ma mémoire et mon entendement. Pour toi, l'affaire s'est toujours présentée très simplement, du moins selon ce que tu disais devant moi, et sans les choisir. Devant beaucoup d'autres. Apparemment pour toi, c'était en gros ceci. Tu as travaillé dur toute ta vie, sacrifié tout à tes enfants, à moi surtout, de sorte que j'ai mené une vie de patachon, que j'ai eu toute la liberté d'étudier ce que je voulais sans avoir à me soucier de me nourrir, donc sans le moindre souci d'aucune sorte. Pour cela, tu n'as exigé aucune gratitude. Tu connais la gratitude des enfants. Mais tout de même, au moins quelque attention, quelques sentiments en partage. Au lieu de cela, depuis toujours, je t'ai fui en allant me tapir dans ma chambre, me réfugier dans des livres, auprès d'amis fous et d'idées aberrantes. Te parler franchement, jamais je ne l'ai fait. Au temple, je ne t'ai pas rejoint. À Franzenbad, je ne suis jamais allé te voir. D'ailleurs, je n'ai jamais eu le sens de la famille, du commerce et de toutes tes autres affaires. Je ne me suis pas soucié. La fabrique, je te l'ai collée sur le dos pour ensuite t'abandonner. Au-delà, je l'ai soutenu dans son obstination. Et alors que moi, je ne lève pas le petit doigt, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre, pour des étrangers je fais tout. Si tu résumes ton jugement sur moi, cela donne que certes tu ne me reproches rien rien de carrément choquant ou méchant, à l'exception peut-être de ma dernière intention de me marier. Mais la froideur de l'éloignement, de l'ingratitude, or tu me le reproches comme si c'était ma faute, comme si j'avais pu, de je ne sais quel coup de volant, donner à tout cela une autre direction, alors que tu n'as pas commis la moindre faute en la matière, sinon celle d'avoir été trop bon avec moi. Cette façon qui t'est habituelle de présenter les choses, je ne l'estime juste que dans la mesure où je crois, moi aussi, que tu n'es en rien coupable de ce qui nous tient éloignés. Mais j'en suis aussi peu coupable moi-même. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, alors serait possible non pas une nouvelle vie, nous sommes tous deux trop vieux pour cela, mais tout de même une sorte de paix, non pas un arrêt, mais néanmoins une atténuation de tes reproches incessants. Tu as, curieusement, une vague idée de ce que je veux dire. Par exemple, tu m'as dit récemment « Je t'ai toujours bien aimé ».
même si extérieurement je n'étais pas avec toi comme d'autres pères sont d'habitude, pour la bonne raison que je ne sais pas faire semblant, comme d'autres. Or, jamais je n'ai douté globalement, Père, de ta bonté envers moi. Mais cette remarque, je l'estime inexacte. Tu ne sais pas faire semblant, c'est exact. Mais prétendre pour cette seule raison que les autres pères font semblant, ou bien c'est une pure argutie ne méritant pas qu'on en discute, ou bien, et c'est vraiment le cas à mon avis, cela exprime à mots couverts qu'entre nous quelque chose ne va pas et que tu en es corresponsable, sans en être coupable. Si c'est vraiment ce que tu veux dire, alors nous sommes d'accord. Je ne dis naturellement pas que si je suis devenu ce que je suis, c'est uniquement dû à ton action à toi, sur moi. Ce serait très exagéré, et j'incline moi-même à cette exagération. Il est très possible que, même si j'avais grandi, en échappant tout à fait à ton influence, je n'aurais pas pu devenir un être humain selon ton cœur. Je serais néanmoins devenu vraisemblablement un être faiblard, peureux, irrésolu, inquiet. Ni Robert Kafka, ni Karl Hermann, mais néanmoins tout autre que je suis réellement. Et nous nous serions entendus à merveille. J'aurais été heureux de t'avoir comme un ami, comme chef, comme oncle, comme grand-père, et même, avec déjà un peu plus d'hésitation, comme beau-père. Et il n'y a justement que comme père que tu as été trop fort pour moi, en particulier parce que mes frères sont morts petits, et que mes sœurs ne sont venues que bien après, que donc j'ai dû subir tout seul le premier choc. J'étais beaucoup trop faible pour cela. Compare-nous, moi pour le dire de façon très abrégée, à un Lowy avec un certain fond Kafka, mais qui n'est pas mu par la volonté qu'ont les Kafka de vivre, de commercer, de conquérir, mais par un aiguillon Lowy, qui plus secrètement, plus timidement agit dans une autre direction et souvent cesse tout à fait. Toi, en revanche, un vrai Kafka par la robustesse, la santé, l'appétit, la voix forte, l'éloquence, le contentement, la supériorité mondaine, la ténacité, la présence d'esprit, la connaissance des hommes, une certaine générosité. Naturellement aussi avec tous les défauts et les faiblesses qui vont avec ces qualités et auxquelles te pousse violemment ton tempérament et parfois ta brusque colère. Peut-être n'es-tu pas tout entier Kafka dans ta vision globale du monde. Pour autant que je puisse te comparer à mes oncles Philippe, Ludwig et Heinrich. C'est curieux, là non plus, je n'y vois pas tout à fait clair. N'étaient-ils pas tous plus gais, plus spontanés, plus déliés, plus faciles à vivre, moins sévères que toi ? En cela, j'ai du respect. En cela, j'ai du reste beaucoup hérité de toi, et gérer beaucoup trop bien cet héritage, mais sans avoir dans ma nature les contrepoids nécessaires que tu possèdes. Mais d'un autre côté, tu as aussi connu en la matière des époques différentes. Peut-être étais-tu plus gai avant que tes enfants, moi surtout, ne te déçoivent et ne t'oppressent chez toi. S'ils venaient des étrangers, tu étais différent. Et peut-être que maintenant tu es redevenu plus gai, parce que tes petits-enfants et ton gendre te redonnent un peu de cette chaleur que tes enfants, à part Vali, n'ont peut-être pas su te donner. En tout cas, nous étions si différents et dans cette différence si dangereux l'un pour l'autre, que si l'on avait voulu calculer d'avance comment moi, l'enfant se développant lentement, et toi, l'homme fait, se comporteraient l'un envers l'autre, on aurait pu supposer que tu m'écraserais tout simplement, qu'il ne resterait rien de moi. Or ce n'est pas arrivé. Le vivant ne se laisse pas calculer d'avance, mais peut-être qu'il est arrivé pire. Mais cela dit, je continue de te prier de ne pas oublier que jamais de la vie je ne croirais, et de loin, à une faute de ta part. Tu as eu sur moi l'action que tu devais nécessairement avoir. Seulement, tu dois cesser de tenir pour une particulière méchanceté de ma part le fait qu'à cette action j'ai succombé. J'étais un enfant peureux. Néanmoins, j'étais aussi certainement têtu. Comme sont les enfants, certainement aussi ma mère me gâtait, mais je ne peux pas croire que j'ai été particulièrement indocile. Je ne peux pas croire qu'un mot gentil, une main saisie en silence, un regard de bonté n'aurait pas pu obtenir de moi tout ce qu'on voulait. Or, au fond, tu es bien un homme bon et tendre. Ce qui suit ne dira pas le contraire. Je parle seulement de l'apparence sous laquelle tu agissais sur l'enfant. Mais tous les enfants n'ont pas la patience et le courage de chercher la bonté jusqu'à la trouver. Tu ne peux traiter un enfant que selon ta nature, par la force, le bruit et la colère. Et en l'occurrence, cela te semblait de surcroît très approprié, puisque tu voulais m'apprendre à être un garçon fort et courageux.
Tes moyens d'éducation pendant mes toutes premières années, je ne peux naturellement pas les décrire aujourd'hui directement, mais je puis en gros me les représenter en les déduisant des années ultérieures et de la façon dont tu traites Félix. Cela s'est encore aggravé par le fait que tu étais alors plus jeune, donc plus vif, plus sauvage, plus spontané, encore moins soucieux d'autrui que tu ne l'es aujourd'hui, et qu'en outre tu étais tout entier pris par ton commerce, que tu pouvais à peine te montrer à moi une fois par jour, et que tu me faisais donc une impression d'autant plus profonde qui ne pouvait guère s'atténuer par l'habitude. Je me rappelle uniquement un incident datant de mes premières années, peut-être, t'en souviens-tu aussi? Une fois dans la nuit, je n'arrêtais pas de pleurnicher en demandant de l'eau, non que j'ai eu soif, mais sans doute en partie pour agacer, en partie pour m'occuper. Après quelques fortes menaces qui ne servirent à rien, tu m'as tiré du lit, m'as porté sur le porridge et m'y as laissé, un petit moment, seul et en chemise, devant la porte fermée. Je ne veux pas dire que c'était une erreur, peut-être n'y avait-il réellement pas d'autre manière d'obtenir le silence nocturne, mais j'entends caractériser par là tes moyens d'éducation, il aurait fait sur moi. Sans doute ai-je été ensuite tout ce qu'il y a de docile, mais j'ai subi là un dommage intérieur. Entre la toute bête et toute naturelle demande d'eau et le fait effroyable de se faire flanquer dehors, ma nature ne m'a jamais permis de faire vraiment le lien. Des années plus tard, j'étais encore tourmenté par l'idée affreuse que l'homme gigantesque, mon père, l'instance suprême, pouvait presque sans raison arriver en pleine nuit, m'arracher du lit et me porter sur le balcon, et que donc j'étais pour lui moins que rien. Ce n'était alors qu'un petit début, mais ce sentiment souvent prédominant chez moi de n'être rien, un sentiment qui peut aussi être par ailleurs noble et fructueux, est dû pour beaucoup à ton influence. J'aurais eu besoin d'un peu de stimulation, d'un peu d'amabilité, qu'on me ferait un peu mon chemin au lieu de me le barrer comme tu l'as fait, certes dans l'intention louable de m'en faire prendre un autre. Mais pour cela je ne valais rien. Tu m'encourageais, par exemple, quand je marchais au pas et faisais le salut militaire, mais je n'étais pas un futur soldat. Ou bien tu m'encourageais quand j'arrivais à faire un repas copieux, et même arrosé de bière. Ou quand j'étais capable de chanter des chansons que je ne comprenais pas, ou de répéter comme un perroquet tes expressions favorites. Mais rien de tout cela ne faisait partie de mon avenir. Et il est significatif que même aujourd'hui tu ne m'encourages en fait que quand cela te concerne personnellement, quand il s'agit de ta fierté que je blesse. Par exemple, par mon intention de me marier. Ou qui est blessé à travers moi, quand par exemple Péppa m'insulte. Alors j'ai des encouragements. Tu me rappelles ce que je vaux, les parties auxquelles je pourrais prétendre. Et Péppa se fait condamner sans restriction. Mais sans parler du fait qu'à l'âge que j'ai, je suis presque insensible aux encouragements. À quoi me servirait-il s'ils n'interviennent que quand il ne s'agit pas d'abord de moi? C'est à l'époque que j'aurais eu besoin d'encouragement, et en tout. J'étais déjà écrasé par ta simple présence physique. Je me rappelle par exemple que nous nous déshabillions souvent ensemble dans une cabine. Moi, maigre, faible, et toi, fort, grand, large. Dans la cabine déjà, je me sentais lamentable, et pas seulement devant toi, devant le monde entier, car tu étais pour moi la mesure de toute chose. Quand ensuite nous sortions de la cabine devant les gens, moi te tenant la main, un petit squelette, les pieds nus, mal assurés sur les planches, ayant peur de l'eau, incapable d'imiter tes mouvements de natation, que tu me montrais continuellement, dans une bonne intention, mais en fait à ma profonde honte, alors j'étais très désespéré. Et dans tel instant, toutes mes fâcheuses expériences dans tous les domaines entonnaient en chœur grandiose. Là où je me sentais encore le moins mal, c'était quand parfois tu te déshabillais le premier et que je pouvais rester seul dans la cabine et retarder d'autant la honte que de mon entrée en scène jusqu'à ce que tu viennes voir et me forces à sortir. Je t'étais reconnaissant de paraître à ne pas remarquer ma détresse. Aussi bien j'étais fier du corps de mon père, au demeurant cette différence entre nous est aujourd'hui encore analogue. À cela correspondait ensuite ta domination intellectuelle. Tu étais arrivé si haut, seul et à force de travail, que par conséquent, tu avais une confiance illimitée dans tes opinions. Pour l'enfant, cela ne crevait pas même les yeux, autant qu'ensuite pour l'adolescent. De ton fauteuil, tu régissais le monde. Ton opinion était juste, tout autre était folle, tirée par les cheveux. Méchugue, pas normal. En même temps, ta confiance en toi était si grande que cela ne te forçait nullement à être cohérent, sans cesser pour autant d'avoir raison. Il pouvait arriver aussi que sur tel sujet tu n'aies pas la moindre opinion,
et par suite, toutes les opinions possibles en la matière ne pouvaient qu'être fausses, sans exception. Tu pouvais par exemple pester contre les Tchèques, puis contre les Allemands, puis contre les Juifs, et ce sans faire de différence, et à tout point de vue. Et pour finir, il ne restait plus personne, à part toi. Tu étais doté pour moi de cette part d'énigme qu'ont tous les tyrans dont la légitimité est fondée sur leur personne, non sur la pensée. En tout cas, c'est ce qu'il me semblait. À vrai dire, tu avais étonnamment souvent raison contre moi. Dans la conversation, cela allait de soi, car il ne nous arrivait guère de converser, mais également dans la réalité. Mais cela non plus n'était pas particulièrement incompréhensible. Car enfin, dans tout ce que je pensais, j'étais sous ta lourde pression, y compris dans mes pensées qui ne s'accordaient pas avec les tiennes, et surtout pour celle-là. Toutes ces pensées apparemment indépendantes de toi étaient frappées d'emblée par ton jugement dépréciatif. Supporter cela jusqu'au développement complet et durable d'une pensée, c'était presque impossible. Je ne parle pas ici de je ne sais quelle pensée élevée, mais de n'importe quelle petite entreprise de l'enfance. Il suffisait d'être heureux de n'importe quoi, d'en être plein, de rentrer à la maison et de le dire, et la réponse était un gémissement ironique, un hochement de tête, le doigt pianotant sur la table. J'ai déjà vu mieux. Ou dis à moi tes soucis. Ou je n'ai pas la tête à ça. Ou quel événement. Ou va plutôt t'acheter. Bien sûr, on ne pouvait exiger de toi que tu t'enthousiasmes pour n'importe quel enfantillage quand tu avais des soucis et des déboires. Il ne s'agissait pas de cela aussi bien. Il s'agissait bien plutôt de ceci qu'il fallait toujours et par principe que tu causes à l'enfant de telles déceptions en vertu de ta nature opposée à la mienne, et qu'en outre cette opposition se renforçait sans cesse par accumulation du matériau, si bien qu'elle se manifestait finalement aussi, comme d'habitude, lorsque pour une fois tu étais de la même opinion que moi, et que pour finir ces déceptions de l'enfant n'étaient pas des déceptions de la vie quotidienne. Comme il s'agissait de ta personne, mesure de toute chose, elle frappait profondément. Le courage, la résolution, la confiance, la joie qu'on éprouvait à ceci ou cela ne résistaient pas jusqu'au bout, quand tu étais contre, ou même si ton opposition pouvait seulement être supposée. Et elle pouvait l'être à presque tout ce que je faisais. Ça concernait les idées aussi bien que les gens. Il suffisait que je m'intéresse un peu à quelqu'un, cela n'arrivait pas très souvent vu mon caractère, pour que sans le moindre égard, pour ce que j'éprouvais et sans tenir compte de mon jugement, tu te lances dans l'insulte, le dénigrement, la calomnie infamante. Des êtres innocents, enfantins comme par exemple l'acteur yiddish Louis, ont eu à subir cela. Sans le connaître, tu le comparais, d'une manière affreuse que j'ai déjà oubliée, et de la vermine. Et comme si souvent, pour des gens que j'aimais bien, tu avais automatiquement recours au proverbe qui dit qu'à fréquenter des chiens on attrape des puces. Si je me rappelle ici cet acteur en particulier, c'est qu'à l'époque j'ai noté tes propos sur lui avec ce commentaire. Voilà comment mon père parle de mon ami, qu'il ne connaît pas, uniquement parce qu'il est mon ami. C'est ce que je pourrai toujours lui répondre quand il me reprochera mon manque d'amour filial et de gratitude. Ce qui m'a toujours été incompréhensible, c'est ta totale insensibilité à ce que tu pouvais m'infliger de douleur et de honte par tes paroles et tes jugements. C'était comme si tu n'avais pas la moindre idée de ton pouvoir. Moi aussi, je t'ai bien sûr souvent blessé par des paroles. Mais je le savais toujours, cela me faisait mal. J'étais seulement incapable de me maîtriser, de retenir le mot. Je le regrettais déjà en le disant. Or toi, tu frappais avec tes paroles sans t'en faire. Personne ne te faisait pitié, ni sur le moment, ni après. On était face à toi complètement sans défense. Or, c'est ainsi qu'a été toute ton éducation. Tu as, je crois, un talent d'éducateur. À quelqu'un de ton espèce, tu aurais sûrement pu être utile en l'éduquant. Il aurait compris la rationalité de ce que tu disais, il aurait exécuté tranquillement les choses sans se soucier de rien d'autre. Mais pour moi, enfant, tout ce que tu me disais en criant était un vrai commandement du ciel. Je ne l'oubliais jamais. Cela restait pour moi le plus important moyen pour juger le monde, surtout pour juger toi. Et là, tu as complètement échoué. Vu qu'étant enfant, j'étais avec toi principalement au repas, ton enseignement concernait en grande partie les bonnes manières à table. Ce qui arrivait sur la table devait être fini, et de la qualité de la nourriture, on n'avait pas le droit de parler.
Mais toi, tu trouvais souvent que c'était immangeable. Tu appelais cela la pitance. C'était la bétasse, la cuisinière, qui l'avait gâché. Comme tu avais un solide appétit et une propension à tout manger vite, trop chaud et par grosses bouchées, l'enfant n'avait qu'à se dépêcher. Il régnait à table un silence sinistre, interrompu par des réprimandes. Commence par manger, tu parleras plus tard. Ou plus vite, plus vite, plus vite. Ou regarde, j'ai fini depuis longtemps. On n'avait pas le droit de ronger les os, toi si. D'avaler un reste de vinaigrette, toi si. L'essentiel était de couper le pain bien droit. Tu faisais ça avec un couteau plein de sauce, mais c'était sans importance. On devait faire attention à ne pas laisser tomber de miettes par terre. Mais c'est sous toi qu'on en trouvait le plus. À table, on ne devait s'occuper que du repas. Mais toi, tu te curais et te coupais les ongles. Tu taillais des crayons, tu te curais les oreilles avec des cure-dents. Je t'en prie, père, comprends-moi bien. Ça aurait été des détails tout à fait insignifiants en eux-mêmes. Il ne devenait accablant pour moi qu'à partir du moment où toi, l'être ayant à mes yeux l'autorité la plus énorme, tu ne te tenais pas toi-même aux règles que tu m'imposais. De ce fait, le monde se partageait pour toi en 3 parties. Pour moi, en 3 parties. L'une où je vivais, moi, l'esclave, soumis à des lois inventées pour moi seul et auxquelles, de surcroît, sans savoir pourquoi, je ne pouvais jamais me conformer entièrement. Ensuite, de ce fait, le monde se partageait pour moi en 3 parties. L'une où je vivais, moi, l'esclave soumis à des lois inventées pour moi seul et auxquelles, de surcroît, sans savoir pourquoi, je ne pouvais jamais me conformer entièrement. Ensuite, un deuxième monde, infiniment éloigné de moi, où tu vivais occupé à gouverner, à donner des ordres et à t'irriter qu'ils ne soient pas suivis. Et enfin, un troisième monde, où tout le reste des gens vivaient heureux, échappant aux ordres et à l'obéissance. J'étais constamment dans la honte. Ou bien j'obéissais à tes ordres, et c'était une honte parce qu'ils ne valaient que pour moi, ou bien je me rebiffais, et c'était une honte aussi, car comment avais-je le droit de me rebiffer contre toi? Ou bien je ne pouvais pas obéir parce que je n'avais pas, par exemple, ta force, pas ton appétit, pas ton adresse, même si tu exigeais cela de moi comme allant de soi. Là était à vrai dire la plus grande honte. C'est ainsi que fonctionnaient non pas les réflexions de l'enfant, mais ses sentiments. Ma situation d'alors deviendra peut-être plus précise si je la compare à celle de Félix. Lui aussi tu le traites de cette manière. Tu emploies même contre lui un moyen éducatif particulièrement redoutable. Quand en mangeant il fait quelque chose que tu juges malpropre, tu ne te contentes pas de lui dire, comme à moi jadis, tu es un gros cochon. Tu ajoutes en plus un vrai Herman. Ou exactement comme ton père. Or, peut-être, on ne peut dire plus que peut-être, que cela ne fait réellement pas grand mal à Félix, car pour lui tu es en somme un grand-père. Certes particulièrement important, mais qui n'est pas tout, comme tu l'étais pour moi. En outre, Félix est d'un caractère plus calme, déjà plus viril en quelque sorte, qui se laisse peut-être estomaquer par ta voix tonitruante, mais pas déterminé durablement. Et surtout, il est relativement rare qu'il soit avec toi. Il subit aussi d'autres influences. Tu es pour lui un être curieux, qu'il aime bien, chez qui il peut choisir ce qu'il veut prendre. Pour moi, tu n'avais rien de curieux. Je ne pouvais pas choisir. Je devais tout prendre. Et ce, sans pouvoir rien faire valoir contre, car il ne t'est a priori pas possible de parler calmement d'une chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, ou qui simplement ne vient pas de toi. Ton tempérament dominateur l'interdit. Ces dernières années, tu expliques cela par ta nervosité cardiaque. Que je sache, tu n'as jamais été très différent. La nervosité cardiaque est tout au plus un moyen d'exercer plus rigoureusement la domination, car y penser ne peut qu'étouffer chez l'autre la dernière objection. Ce n'est naturellement pas un reproche, seulement la constatation d'un fait. Impossible de parler avec elle. Elle vous saute tout de suite à la figure, dis-tu volontiers. Mais en réalité, elle ne saute nullement à l'origine, tu confonds la chose et la personne. C'est la chose qui te saute à la figure, et tu tranches aussitôt sans écouter la personne. Ce qui ensuite peut encore être mis en avant ne peut que t'irriter davantage.
jamais te convaincre. On t'entend seulement dire encore « Fais ce que tu veux, je te laisse libre, tu es majeur, je n'ai pas de conseils à te donner. » Et tout cela sur cet affreux ton grave et rauque de colère et de condamnation totale. Et si j'en tremble moins aujourd'hui que dans l'enfance, c'est que la culpabilité exclusive de l'enfant est en partie remplacée par la découverte de notre commun désarroi. L'impossibilité de relations calmes a eu encore une autre conséquence, en fait très naturelle. J'ai désappris à parler. Bien sûr, je ne serais sans doute pas devenu sans cela un grand orateur, mais j'aurais néanmoins maîtrisé le langage humain courant ordinaire. Mais tu m'as très vite interdit la parole, ta menace. On ne répond pas. Et la main levée en même temps m'accompagne depuis toujours. Tu m'as fait prendre, alors que tu es un excellent orateur, dès qu'il s'agit de tes affaires, une façon de parler en hésitant et bafouillant. Mais c'en était encore trop pour toi. Finalement, je me suis tu. D'abord peut-être par défi, ensuite parce que devant toi, je ne pouvais plus ni penser ni parler. Et comme tu as été mon véritable éducateur, cela s'est répercuté partout dans ma vie. C'est du reste une remarquable erreur si tu crois que je ne t'ai jamais cédé. Toujours contre, en tout, n'est vraiment pas ma devise face à toi, comme tu le crois et me le reproches. Au contraire, si je t'avais moins obéi, tu aurais sûrement été plus content de moi. Toutes tes mesures éducatives ont bien plutôt atteint précisément leur but. Je n'ai esquivé aucune prise. Tel que je suis, à part les dispositions de base et l'action de la vie naturellement, le résultat de ton éducation et de ma docilité. Que ce résultat te soit néanmoins pénible, qu'inconsciemment tu te refuses même à reconnaître que c'est le résultat de ton éducation, cela tient à ce que ta main et ton matériau sont tellement étrangers l'un à l'autre. Tu disais « on ne répond pas », et tu voulais par là faire taire en moi les énergies contraires qui t'étaient désagréables. Mais cette action était trop forte pour moi. J'étais trop docile. Je me taisais complètement. Je me recroquevillais devant toi. Et je ne me risquais à bouger à nouveau qu'une fois que j'étais assez éloigné de toi pour que ton pouvoir ne m'atteigne plus. Au moins directement. Mais tu restais planté devant cela. Et il te semblait que tout était à nouveau du contre, alors que ce n'était que la conséquence évidente de ta force et de ma faiblesse. Tes moyens oratoires extrêmement efficaces, jamais en défaut au moins face à moi, étaient dans l'éducation. Pester, menacer, ironiser, rire méchamment et, curieusement, t'auto-accuser. Que tu m'aies directement accablé de mots expressément insultants, je n'en ai pas le souvenir. Aussi, n'était-ce pas nécessaire. Tu avais tant d'autres moyens. D'ailleurs, dans les conversations à la maison, et encore plus au magasin, les mots d'insultes pleuvaient sur d'autres autour de moi, en telle quantité que moi, petit garçon, j'en étais parfois presque abasourdi, et je n'avais pas lieu de ne pas les prendre aussi pour moi, car les gens que tu insultais n'étaient sûrement pas pires que moi, et tu n'étais sûrement pas plus mécontent d'eux que de moi. Et là aussi, il y avait à nouveau ton énigmatique innocence et invulnérabilité. Tu maniais l'insulte sans scrupule. En même temps, tu la réprouvais chez autrui et l'interdisais. L'insulte, tu l'as renforcée par la menace, et du coup cela valait aussi pour moi. Terrible était pour moi, par exemple, ce « je vais t'ouvrir en deux comme un poisson », alors que je savais bien sûr que rien de plus grave ne s'ensuivrait. Petit, à vrai dire, je n'en savais rien. Mais cela correspondait presque aux images que j'avais de ton pouvoir. Tu aurais bien été capable de cela aussi. C'était terrible également quand tu courais en criant autour de la table pour nous attraper. Manifestement sans le vouloir, vraiment, mais tu faisais semblant. Et finalement, notre mère faisait semblant de nous sauver. Une fois de plus, l'enfant avait le sentiment de devoir sa vie sauve à ta grâce, et il l'emportait comme un cadeau immérité. Montent avec cela aussi les menaces sur les conséquences de la désobéissance. Lorsque j'entreprenais une chose qui ne te plaisait pas, et que tu brandissais la menace d'un échec, le respect de ton opinion était si grand que du coup l'échec, même s'il était remis à plus tard, était inévitable. J'ai perdu confiance en ce que je faisais. J'étais incertain, dubitatif. Plus je vieillissais, plus augmentait le matériau que tu pouvais m'opposer pour preuve que je ne valais rien. Peu à peu, tu as fini par avoir d'une certaine façon réellement raison. À nouveau, je me garde de prétendre que ce n'est qu'à cause de toi que je suis devenu comme ça. Tu as seulement renforcé ce qui était, mais tu l'as beaucoup renforcé.
justement parce que tu étais très puissant face à moi et que tu as appliqué à cela tout ton pouvoir. Tu faisais particulièrement confiance à l'éducation par ironie. C'est aussi elle qui correspondait le mieux à ta supériorité sur moi. Un reproche avait habituellement chez toi cette forme. Est-ce que tu ne peux pas faire comme ci ou comme ça? C'est sans doute déjà trop te demander? Tu n'as naturellement pas le temps? Et d'autres formules analogues. Et chaque question de ce genre était accompagnée d'un rire et d'un air méchant. On était en quelque sorte déjà puni avant même de savoir qu'on avait fait quelque chose de mal. Crispantes étaient aussi ces remontrances où l'on était traité en qualité de tierce personne. Donc, pas même digne d'être méchamment interpellé. Où tu parlais sensément à ma mère, mais en fait à moi, qui était assis là. Par exemple, on ne peut naturellement pas obtenir de ça. On ne peut naturellement pas obtenir ça de monsieur le fils. Et autres du même genre. Ce qui eut ensuite pour contrepartie que, par exemple, je ne me risquais pas et plus tard, par habitude, je ne pensais même pas à te poser directement des questions quand ma mère était là. L'enfant courait beaucoup moins de danger en questionnant sa mère, assise à côté de toi. On lui demandait alors « Comment va père ?» Et on se mettait ainsi à l'abri des surprises. Il y avait naturellement aussi des cas où l'on était tout à fait d'accord, avec la plus méchante ironie, à savoir quand elle visait quelqu'un d'autre. Par exemple, Ellie, à qui j'en ai voulu pendant des années, était pour moi un régal de méchanceté et de joie maligne lorsqu'elle avait droit presque à chaque repas, par exemple, à « Il faut qu'elle s'assoie à 10 mètres de la table, la grosse fille !» Et que toi, sur ta chaise, sans la moindre trace de gentillesse ou de bonne humeur, mais avec une âpre hostilité, tu cherchais méchamment à imiter, en l'exagérant la façon répugnante, à ton goût, qu'elle avait d'être assise là. Que de fois cela s'est répété, ou des scènes semblables, et comme tu as eu peu d'obtenu par là, effectivement. Je crois que cela tenait à ce que la dépense de colère et de méchanceté était sans vrai rapport avec le fait en question. On n'avait pas le sentiment que la colère fut provoquée par cette vétille d'être assise loin de la table, mais qu'elle était là d'avance dans toute son amplitude, et que c'était juste par hasard qu'elle avait pris le fait comme prétexte pour éclater. Comme on était convaincu qu'un prétexte se présenterait dans tous les cas, on ne se tenait pas particulièrement bien, et puis on n'était plus guère sensible à cette menace perpétuelle. On ne serait pas battu, on en était peu à peu presque certain. On devenait un enfant bougon, inattentif, indocile, toujours en train de chercher à se dérober, en général intérieurement. Voilà ce qui te faisait souffrir. Et nous aussi. Tu avais tout à fait raison de ton point de vue, lorsque serrant les dents et avec ce rire gloussant qui, pour l'enfant, avait d'abord donné une vision de l'enfer, tu disais d'un ton aigre, comme récemment à cause d'une lettre de Constantinople. En voilà des fréquentations. Complètement inconciliable avec cette attitude envers tes enfants, semblaient être les plaintes que tu proférais très souvent et en public. J'avoue que j'y étais tout à fait insensible étant enfant. Plus tard, non. Et que je ne comprenais pas comment tu pouvais t'attendre à ce qu'on te prenne en pitié. Tu étais un tel géant à tout point de vue, qu'avais-tu à faire de notre pitié, et de notre aide encore moins? Tu ne pouvais en fait que les mépriser, comme tu nous méprisais nous-mêmes si souvent. Je ne croyais donc pas à ces plaintes et je cherchais quelle intention secrète se cachait derrière. J'ai compris seulement plus tard que tes enfants te faisaient réellement beaucoup souffrir. Mais à l'époque, où tes plaintes auraient encore pu, en d'autres circonstances, toucher un esprit enfantin, ouvert, spontané et prêt à toute aide, elles ne pouvaient être à nouveau, pour moi, que de trop flagrants moyens d'éducation et d'humiliation. Point trop forts en eux-mêmes, mais ayant l'effet secondaire nocif que l'enfant s'habituait à ne pas prendre très au sérieux des choses qui justement l'auraient mérité. Il y avait néanmoins par bonheur aussi des exceptions à cela. Généralement, quand tu souffrais en silence, l'amour et la bonté surmontant alors tout obstacle par leur force et emportant tout. C'était rare, à vrai dire, mais c'était prodigieux. Ainsi, quand jadis, par des étés très chauds, je te voyais fatigué, faire un petit somme au magasin, après le repas de midi, le coude sur ton pupitre, ou quand le dimanche tu venais épuisé, nous rejoindre en villégiature, ou quand lors d'une grave maladie de notre mère tu te tenais à la bibliothèque, tremblant et pleurant, ou lorsque pendant ma dernière maladie tu es venu sans bruit me voir dans la chambre d'Otla, et resté sur le seuil, tendant le cou pour me voir dans mon lit et, afin de me ménager, m'a juste fait un signe de la main. En de tels moments, on s'entendait en pleurant de bonheur.
On s'étendait en pleurant de bonheur, et on pleure à nouveau en l'écrivant. Tu as aussi une façon de sourire très rarement, qui est particulièrement belle. C'est un sourire silencieux, content, approbateur, capable de rendre tout heureux celui à qui il s'adresse. Je n'ai pas souvenir que dans mon enfance il m'ait été expressément adressé, mais ce pourrait bien avoir été le cas. Car pourquoi voudrait-on que tu me l'aies refusé à l'époque, puisque je te semblais encore innocent et que j'étais ton grand espoir. Du reste, même de telles impressions d'affabilité n'ont pas atteint d'autre but, à la longue, que d'accroître ma conscience d'être coupable et de me rendre le monde encore plus incompréhensible. Je m'en tenais plus volontiers aux faits concrets et continuels, pour m'affirmer ne fût-ce qu'un peu face à toi, en partie aussi par une sorte de vengeance. Je me mis bientôt à observer les petits ridicules que j'avais remarqués chez toi, à les collectionner, à les exagérer. Ta façon, par exemple, de te laisser éblouir par des personnes qui t'étaient supérieures, qu'en apparence, et d'en parler sans cesse, comme par exemple d'un quelconque conseiller d'empire ou autre. D'un autre côté, j'étais aussi navré de voir que mon père crut avoir besoin de ces piètres confirmations de sa valeur et en fit étalage. Ou encore, j'observais ta prédilection pour les expressions inconvenantes, proférées autant que possible d'une voix de stentor, et qui te faisaient rire comme d'un propos particulièrement brillant, alors que ce n'était qu'une petite inconvenance banale. En même temps, ce n'était rien qu'une manifestation de plus de cette vitalité qui me faisait honte. De telles observations diverses, j'en faisais bien sûr en quantité. Elles me réjouissaient, me donnaient l'occasion de chuchoter et de rire sous cape. Tu t'en apercevais parfois, t'en offusquais, y voyais de la méchanceté, de l'irrespect, mais, crois-moi, ce n'était rien d'autre qu'un moyen pour moi, du reste inopérant, de survivre. C'étaient des blagues, comme celles qu'on fait courir sur les dieux et sur les rois, les blagues qui non seulement peuvent aller de pair avec le plus profond respect, mais qui en font même partie. Toi aussi, du reste, conformément à ta position analogue par rapport à moi, tu tentais d'allumer une sorte de contre-feu. Tu avais coutume de souligner quelle belle vie agréable j'avais, et comme j'étais en fait bien traité. C'est exact. Mais je ne crois pas que dans les conditions d'alors, cela m'ait beaucoup servi. Il est vrai que ma mère était avec moi d'une infinie bonté, mais tout cela pour moi était en relation avec toi, donc dans une relation qui n'était pas bonne. Ma mère avait inconsciemment le rôle d'un rabatteur à la chasse. Si jamais ton éducation, dans je ne sais quel cas invraisemblable, en provoquant chez moi du défi, de l'aversion, voire de la haine, avait pu me mettre debout sur mes pieds, alors ma mère, à son tour, à force de bonté, de paroles raisonnables, elle a été pour moi dans le tohu-bohu de l'enfance l'image même de la raison, de médiation en ma faveur, contrebalançait cela, et j'étais à nouveau repoussé dans ton cercle. D'où sinon, pour mon bien et le tien, je me serais peut-être évadé. Ou alors il pouvait se faire qu'on n'arrivât pas vraiment à se réconcilier, que ma mère ne me protégeât de toi qu'en secret, quand en cachette elle me donna quelque chose, ou une permission. Alors à tes yeux, j'étais de nouveau l'être ténébreux, l'escroc, tout contrit, qui du fait de sa nullité ne pouvait arriver, même à ce dont il pensait avoir le droit, qu'en empruntant des chemins détournés. Naturellement, je me suis habitué ensuite à emprunter ces chemins pour rechercher aussi ce à quoi, de mon propre aveu, je n'avais aucun droit. Ce fut un nouvel accroissement de ma conscience d'être coupable. Il est vrai aussi que tu ne m'as guère réellement frappé. Mais ta façon de crier, de devenir tout rouge, de détacher d'un coup tes bretelles, de les poser à porter sur le dossier de la chaise, c'était pour moi presque pire. C'est comme quand quelqu'un doit être pendu. S'il est réellement pendu, alors il est mort et tout est terminé. Mais ici, il est forcé d'assister à tous les préparatifs de la pendaison. Et si c'est seulement quand la boucle de la corde lui pend devant le visage qu'il apprend qu'il est gracié, aussi bien il en pâtira tout au long de sa vie. De surcroît, toutes ces fois où, à ton avis, affiché sans ambiguïté, j'aurais mérité des coups, mais y coupé encore de justesse par l'effet de ta grâce, ne s'accumulait à nouveau qu'un grand sentiment de culpabilité. De tous côtés, je me trouvais coupable envers toi. Depuis toujours, tu m'as fait des reproches. À moi seul aussi bien que devant d'autres, tu n'étais pas sensible à ce que ce second cas avait d'humiliant. Les affaires de tes enfants étaient toujours publiques. Que grâce à ton travail, je vivais sans manquer de rien.
dans la tranquillité, la chaleur, l'abondance. Je songe là à des remarques qui, dans mon cerveau, ont littéralement creusé des sillons comme « Dès 7 ans, je devais courir les villages avec les carrioles. Nous dormions tous dans une seule chambre. Nous étions heureux quand nous avions des pommes de terre. Pendant des années, faute de bons vêtements d'hiver, j'avais eu des plaies ouvertes aux jambes. Petit garçon, j'ai déjà dû aller à Pizek, au magasin. De la maison, on ne m'envoyait rien du tout. Même pendant mon service militaire, c'était encore moi qui envoyais de l'argent. Mais malgré ça, mon père a toujours été mon père. Qui sait ça aujourd'hui? Qu'en savent les enfants? Personne n'a souffert. Est-ce qu'un enfant comprend ça aujourd'hui? De tels récits dans d'autres circonstances auraient pu être un excellent moyen d'éducation. Ils auraient pu encourager à surmonter les mêmes calamités et privations qu'avait subi le père. Il en aurait donné la force. Mais ce n'est pas cela du tout que tu voulais. Car enfin, la situation résultant de la peine que tu étais donnée était devenue tout autre. Les occasions de se distinguer comme tu l'avais fait n'existaient plus. Une telle situation n'aurait pu être créée que par la violence et la révolte. Il aurait fallu quitter la maison, en supposant qu'on ait eu la résolution et la force de le faire, et que notre mère de son côté n'ait pas travaillé là contre par d'autres moyens. Mais tu ne voulais rien de tout ça. Tu considérais cela comme de l'ingratitude, de l'excitation, de la désobéissance, de la trahison, de la folie. Donc, pendant que d'un côté tu y invitais par l'exemple, tu nous l'interdisais par ailleurs, on ne peut plus rigoureusement par tes récits et ta façon de nous faire honte. Sinon, tu aurais dû, par exemple, sans parler des aspects secondaires, être ravi de l'aventure d'Otla, à Zuro. Elle voulait aller à la campagne, d'où tu venais, elle voulait avoir du travail et des privations, comme tu en avais eu. Elle ne voulait pas jouir des succès de ton travail, comme tu avais été indépendant de ton père. Étaient-ce des intentions si terribles, si éloignées de ton exemple et de ta doctrine? Bon, les intentions d'Otlas ont finalement échoué dans le résultat, sont peut-être devenues un peu ridicules, exécutées avec trop de bruit. Elle n'a pas eu assez d'égard pour ses parents. Mais est-ce que c'était exclusivement sa faute? Et non aussi la faute de la situation, et surtout du fait qu'elle était devenue étrangère? Est-ce que par hasard, comme plus tard tu as voulu t'en persuader toi-même, elle était moins étrangère au magasin qu'ensuite à Zurao? N'aurais-tu pas certainement, à condition de prendre sur toi, eu le pouvoir, par tes encouragements, tes conseils et ta supervision, de faire de cette aventure quelque chose de très bien? Enchaînant sur des expériences de ce genre, tu avais coutume de dire en plaisantant amèrement que nous avions la vie trop facile. Mais cette plaisanterie, en un certain sens, n'en était pas une. Ce que tu avais dû obtenir de haute lutte, nous le recevions de ta main. Mais cette lutte pour la vie à l'extérieur, à laquelle tu avais eu accès d'emblée, et qui naturellement ne nous a pas été épargnée, nous avons dû l'affronter seulement plus tard, avec des forces d'enfant à l'âge adulte. Je ne dis pas que notre situation soit du coup absolument plus défavorable que ne fut la tienne. Il est bien plutôt vraisemblable qu'elle est équivalente. Même si les dispositions de base ne se comparent pas. Simplement, nous sommes désavantagés parce que nous ne pouvons pas nous glorifier de notre misère, ni nous en servir pour humilier personne, comme tu as fait de la tienne. De même, je ne conteste pas qu'il aurait été possible que je jouisse tout à fait normalement des fruits de ton considérable travail et de sa réussite, que je les mette en valeur et continue à travailler avec eux à ta grande joie. Mais justement, notre éloignement s'y opposait. Ce que tu donnais, je pouvais en jouir, mais seulement en ayant honte, avec lassitude, faiblesse, culpabilité. C'est pourquoi je ne pouvais être reconnaissant de tout qu'à la façon d'un mendiant, non par l'action. Le plus proche résultat extérieur de toute cette éducation a été de me faire fuir tout ce qui, fût-ce de loin, me faisait penser à toi. D'abord le magasin, en soi particulièrement dans l'enfance, tant que c'était une boutique, cela aurait dû beaucoup me réjouir. C'était si vivant, éclairé le soir, on voyait et entendait tant de choses, on pouvait aider ça et là, se faire valoir, mais surtout t'admirer dans tes grandioses talents de commerçant. Ta façon de vendre, de traiter les gens, de plaisanter, d'être infatigable, de savoir aussitôt trancher en cas de doute, etc. Ou encore ta façon de faire les paquets ou d'ouvrir une caisse, le spectacle valait d'être vu. Et tout ça, l'un dans l'autre, n'était sûrement pas la plus mauvaise école pour un enfant. Mais comme, peu à peu, de tous côtés tu me faisais peur,
et que pour moi le magasin et toi se superposaient, le magasin aussi a cessé d'être pour moi prison. Des choses qui m'y avaient d'abord paru aller de soi m'ont tourmenté, m'ont fait honte, en particulier ta façon de traiter le personnel. Je ne sais pas, peut-être était-elle la même dans la plupart des commerces. Aux assicurazioni generali, par exemple, elle était de mon temps vraiment analogue. Au directeur, j'ai dû expliquer ma démission d'une façon qui n'était pas tout à fait véridique, mais pas tout à fait mensongère non plus. Par le fait que je ne supportais pas le recours aux insultes, qui du reste ne me visaient nullement moi-même. J'étais en la matière trop douloureusement sensible, déjà depuis l'enfance. Mais les autres commerces, l'enfant ne s'en souciait pas. Toi, en revanche, au magasin, je t'entendais et te voyais crier, insulter, te mettre en fureur d'une façon qu'à l'époque je croyais unique au monde. Et pas que des insultes, aussi de la tyrannie autre. Ta façon, par exemple, quand tu ne voulais pas qu'on confonde des marchandises avec d'autres, de jeter celles-ci à bas du comptoir. Seul t'excusait un peu ta colère impulsive, et le commis n'avait qu'à ramasser. Ou bien ton expression permanente à propos d'un commis poitrinaire, qu'il crève ce chien malade. Tu appelais les employés des ennemis salariés. Ce qu'ils étaient, mais avant même qu'ils le soient, je trouvais que tu étais leur ennemi payeur. Là-bas, j'ai appris aussi une chose très importante, c'est que tu pouvais être injuste. Envers moi, je ne m'en serais pas aperçu aussi vite, car j'avais accumulé trop de culpabilité qui te donnait raison. Mais il y avait là-bas, à mon avis d'enfant, bien sûr un peu corrigé par la suite, mais pas trop, des gens étrangers qui après tout travaillaient pour nous, et qui pour cela devaient vivre en ayant constamment peur de toi. Naturellement, j'exagérais, et ce parce que je supposais sans hésiter que tu faisais aux gens le même effet terrible qu'à moi. Si ça avait été le cas, ils n'auraient vraiment pas pu vivre. Mais comme c'étaient des adultes, pour la plupart aux nerfs très solides, ils n'avaient aucune peine à laisser glisser sur eux ces insultes, et finalement ils te faisaient beaucoup plus de tort qu'à eux. Mais moi, cela me rendait le magasin insupportable. Il me rappelait trop mon rapport avec toi. Sans parler de ton intérêt d'entrepreneur ni de ton autoritarisme, rien que comme commerçant, tu étais tellement supérieur à tous ceux qui avaient appris le métier chez toi que rien de ce qu'ils accomplissaient ne pouvait te satisfaire. Tu ne pouvais qu'être le même éternellement insatisfait aussi de moi. C'est pourquoi j'appartenais nécessairement au parti du personnel. Du reste aussi parce que, déjà par peur, je ne comprenais pas qu'on pût insulter de la sorte un étranger et que, par peur encore, ce personnel que je pensais terriblement remonté, je voulais le réconcilier d'une façon ou d'une autre avec toi, avec notre famille. Déjà pour ma propre sécurité. Pour cela, il ne suffisait pas d'avoir un comportement banalement correct envers le personnel. J'étais bien plutôt obligé d'être humble, non seulement de saluer le premier, mais en plus, éventuellement, de refuser qu'on y réponde. Et même si moi, personne insignifiante, je leur avais d'en bas léché les pieds, cela n'aurait toujours pas compensé la façon dont toi, le maître, d'en haut, tu leur tapais dessus. Cette relation que j'établissais là avec mes semblables a eu des effets hors du magasin et jusque dans l'avenir, analogues, mais moins dangereux et moins profonds, est par exemple aussi le goût qu'a Otla de frayer avec de pauvres gens, de s'asseoir avec les bonnes, ce qui t'irrite tant. Le magasin a fini par m'inspirer presque de la crainte, et en tout cas j'en ai été dégoûté longtemps, même avant que j'aille au lycée, et que celui-ci ne m'en éloigne encore davantage. Et puis le magasin me semblait être tout à fait hors de portée de mes capacités, puisqu'il avait, disais-tu, usé même les tiennes. Tu as cherché alors, pour moi c'est aujourd'hui touchant et cela me fait honte, face à mon aversion, très douloureuse pour toi, envers le magasin, envers ton œuvre, à en extraire malgré tout un détail à savourer, en prétendant que je n'avais pas le sens du commerce, que j'avais de plus hautes idées en tête, etc. Ma mère s'est naturellement réjouie de cette explication, que tu ne t'arrachais pas sans peine, et moi aussi, dans ma vanité et ma détresse, je m'en suis laissé influencer. Mais si ça avait été pour de bon uniquement ou principalement les idées plus hautes qui m'avaient écarté du commerce, jusqu'à présent, mais à présent seulement, je déteste effectivement de tout cœur. Elles auraient dû se manifester autrement qu'en me faisant silencieusement et craintivement nager d'un bout à l'autre du lycée et des études de droit, jusqu'à ce que j'atterrisse définitivement derrière un bureau de fonctionnaire. Si je voulais te fuir, il fallait aussi que je fuie la famille, même ma mère. On pouvait certes toujours trouver protection auprès d'elle, mais seulement en relation avec toi. Elle t'aimait trop et t'étais trop fidèlement soumise pour pouvoir exercer durablement un pouvoir spirituel autonome dans le combat de l'enfant.
lequel voyait du reste juste, instinctivement, car avec les années, ma mère est devenue de plus en plus étroitement liée à toi. Alors que dans ce qui la concernait elle-même, elle préservait toujours élégamment et délicatement et dans d'étroites limites son autonomie, sans jamais te froisser gravement. En revanche, au fil des années, elle a fini par adopter, les yeux fermés et de plus en plus intégralement, plus dans le sentiment qu'avec la raison, tes jugements et tes condamnations portant sur les enfants, en particulier dans le cas, à vrai dire difficile, d'Otla. Je dois dire qu'il faut toujours garder en mémoire à quel point a pu être éprouvant et jusqu'au bout épuisante la position de notre mère dans la famille. Elle s'échinait au magasin dans la tenue de la maison, elle vivait en double toutes les maladies de la famille, mais le comble de tout cela, c'était ce qu'elle subissait dans sa position d'intermédiaire entre nous et toi. Tu as toujours été avec elle affectueux et plein d'égards, mais de ce point de vue, tu l'as exactement aussi peu épargnée que nous ne l'avons épargnée. Nous lui avons tapé dessus sans retenue, toi de ton côté et nous d'une autre. C'était une distraction. On ne pensait pas à mal. On ne pensait pas au combat que tu menais contre nous et nous contre toi. Et notre mère servait à nous défouler. Ce n'était pas non plus une bonne contribution à l'éducation d'enfants que de te voir dans la tourmente à cause de nous, sans que tu fusses coupable naturellement. Cela justifiait même apparemment le comportement injustifiable, sinon, que nous avions avec elle. Que n'a-t-elle pas souffert de nous à cause de toi et de toi à cause de nous, sans tenir aucun compte des cas où tu avais raison, parce qu'elle nous gâtait bien, que ces gâteries avaient pu être parfois une simple manifestation silencieuse et inconsciente d'opposition à ton système. Naturellement, notre mère n'aurait pas pu supporter tout cela si elle n'en avait pas épuisé la force dans l'amour qu'elle nous portait à tous et dans le bonheur qu'il lui donnait. Mes sœurs ne marchaient qu'en partie avec moi. La plus heureuse dans sa position envers toi était Valie. Étant la plus proche de sa mère, elle se pliait aussi pareillement à toi, sans beaucoup de peine ni de dommage. Or, en songeant justement à sa mère, tu la prenais aussi plus aimablement, bien qu'il n'y eût en elle que peu d'étoffe Kafka. Mais peut-être était-ce précisément ce qui te convenait, là où il n'y avait rien de Kafka. Même toi, tu ne pouvais rien exiger de ce genre. Tu n'avais pas non plus, comme chez nous autres, le sentiment que quelque chose se perdait là, qu'il fallait sauver à toute force. Au demeurant, ce côté Kafka, dans la mesure où il se manifestait chez des femmes, tu ne l'as jamais particulièrement apprécié. La relation qu'avait avec toi Valie aurait peut-être même été plus amicale, si nous autres, nous ne l'avions pas un peu perturbée. Ellie est le seul exemple de réussite presque complète d'une évasion hors de ton cercle. C'est d'elle que, dans son enfance, je m'y serais le moins attendu. Car enfin, c'était une enfant tellement apathique, avachie, craintive, bougogne, contrite, mortifiée, méchante, paresseuse, gourmande, avare. Je pouvais à peine la regarder, encore moins lui parler, tant elle me faisait penser à moi-même, tant elle était victime de la même malédiction éducative. Son avarice en particulier me faisait horreur, du fait peut-être que chez toi ce défaut était encore plus marqué, car l'avarice est l'un des indices les plus fiables qu'on est profondément malheureux. J'étais si peu assuré de toute chose qu'en effet je ne possédais que ce que j'avais déjà entre les mains ou dans la bouche, ou ce qui allait s'y trouver sans tarder. Et c'est justement cela qu'elle, dans la situation analogue, prenait plaisir à me dérober. Mais tout cela a changé lorsque, toute jeune encore, c'est le plus important, elle a quitté la maison, s'est mariée, a eu des enfants. Elle est devenue gaie, insouciante, courageuse, généreuse, altruiste, pleine d'espoir. Il est à peine croyable que tu n'aies pas noté ce changement et ne l'aies en tout cas pas apprécié comme il le méritait, tant tu étais aveuglé par le ressentiment que tu avais toujours eu envers Ellie, et qu'au fond tu as toujours, encore qu'il soit à présent beaucoup moins actuel du fait qu'Ellie n'habite plus chez nous, et qu'en outre ton amour pour Félix et ton affection pour Karl lui ont ôté de l'importance. Et il n'y a que Gertie qui en fasse encore parfois les frais. D'autres là, j'ose à peine parler. Je sais que par là, je mets en jeu tous les faits que j'attends de cette lettre. Dans des circonstances ordinaires, sauf si par exemple elle était dans une détresse particulière ou en danger, tu n'as pour elle que de la haine. Tu m'as toi-même avoué qu'à ton avis, elle ne cesse de te causer intentionnellement souffrance et mécontentement, et qu'elle est satisfaite de se réjouir quand tu souffres par sa faute. Donc, une espèce de diable. Quel immense éloignement, encore plus grand qu'entre toi et moi, doit s'être créé entre toi et elle pour que soit possible une si énorme méconnaissance. Elle est si loin de toi que tu ne la vois plus guère, tu mets plutôt un fantôme à la place où tu soupçonnes qu'elle est.
Je te concède que tu as eu avec elle des problèmes particulièrement difficiles. À vrai dire, je ne tire pas tout à fait au clair ce cas très compliqué. Mais en tout cas, il y avait là une sorte de Louis muni des meilleures armes des Kafka. Entre nous deux, il n'y avait pas de vrai combat. J'étais vite liquidé. Restait la fuite, le dépit, la friction, le combat intérieur. Vous deux, en revanche, vous étiez toujours en position de combat, toujours frais, toujours sûr de vos forces. Un spectacle aussi grandiose que désolant. Au tout début, vous avez sûrement été très proches, car aujourd'hui encore, au-delà est peut-être, de nous quatre, l'image la plus pure du mariage entre notre mère et toi, et des forces qui s'y sont trouvées alliées. Je ne sais pas ce qui vous a privé du bonheur de l'entente entre père et enfant, mais je ne suis pas loin de croire que l'évolution a été analogue à celle que j'ai connue. De ton côté, la tyrannie de ta nature, du sien, l'aplomb des Loïs. Leur susceptibilité, leur sens de la justice, leurs inquiétudes, et tout cela s'appuyant sur la conscience d'avoir l'énergie des Kafka. Sans doute l'ai-je aussi influencée, mais ce n'était guère voulu, plutôt par le simple fait que j'existais. Du reste, elle était arrivée en dernier, dans des combinaisons de pouvoirs déjà achevées, et elle a pu, d'après cet abondant matériau disponible, se forger elle-même son jugement. Je peux même imaginer que sa nature l'a fait un moment balancer entre se jeter à ton cou ou à celui des adversaires. Manifestement, tu as à l'époque raté quelque chose en la repoussant. En revanche, vous auriez été si justement ça avait été possible, un couple d'une entente magnifique. Cela m'aurait certes fait perdre une alliée, mais le spectacle que vous auriez offert m'aurait richement dédommagé. Et puis toi, par le bonheur inespéré de trouver pleine satisfaction chez un enfant, au moins, tu aurais été beaucoup transformé en ma faveur. Certes, tout cela n'est aujourd'hui qu'un rêve. Otka n'a aucun lien avec son père, doit faire seule son chemin, comme moi, et le plus qu'elle a, comparé à moi, d'assurance, de confiance en soi, de santé, d'impulsivité, la rend à tes yeux plus méchante, plus traîtresse que moi. Je le comprends. De ton point de vue, elle ne saurait être autre. Elle-même est capable de se voir avec tes yeux, d'éprouver de la douleur que tu éprouves, et d'en être non pas désespéré. Le désespoir est mon affaire, mais très triste. Tu nous vois certes apparemment en contradiction avec cela. Être souvent ensemble, nous chuchotons, rions, de temps à autre tu entends qu'on parle de toi, tu as l'impression d'arrogants conjurés. Drôle de conjuré. Il est vrai que tu es le sujet principal de nos conversations, comme de notre réflexion depuis toujours. Mais ce n'est pas véritablement pour fomenter quelque chose contre toi que nous sommes assis ensemble. C'est pour consacrer nos efforts, investir amusement, gravité, amour, défi, colère, aversion, soumission, culpabilité, toutes les forces de la tête et du cœur dans ce terrible procès en suspens entre nous et toi, pour en parler ensemble, dans tous les détails, de tous les côtés, à toutes les occasions de loin et de près, de ce procès dans lequel tu prétends constamment être juge, alors que pour une grande part au moins, là je laisse la porte ouverte à toutes les erreurs que je puis naturellement commettre, tu es une partie adverse, tout aussi faible et aveuglée que nous. Dans ce contexte général, un exemple instructif de l'effet de ton éducation, ce fut Irma. D'un côté, c'était bien sûr quelqu'un d'extérieur, elle est arrivée déjà adulte dans ton magasin, en toi elle avait principalement affaire à son chef, elle n'a donc été exposée qu'en partie à ton influence, et à un âge déjà capable de résistance. D'un autre côté, c'était tout de même aussi une parente. Elle vénérait en toi le frère de son père, et tu avais sur elle beaucoup plus que le simple pouvoir d'un chef. Et néanmoins, cette femme fluette, et pourtant si travailleuse, intelligente, modeste, digne de confiance, désintéressée, loyale, qui t'aimait en tant qu'oncle et t'admirait comme chef, qui a fait ses preuves dans d'autres emplois avant et après, pour toi, cela n'a pas été une très bonne employée. C'est que justement, bien sûr, aussi poussée par nous, elle était vis-à-vis de toi dans une position proche de celle d'un enfant, et si grand était envers elle ce pouvoir de faire plier qui est dans ta nature que se sont développés chez elle. À vrai dire, face à toi seul, et, je l'espère, sans la douleur la plus profonde d'un enfant, étourderie, laisser aller, humour noir, peut-être même un peu de défi, pour autant qu'elle en fût capable. Encore ne tiens-je pas compte du fait qu'elle était en mauvaise santé, que par ailleurs elle n'était pas très heureuse non plus et que pesait sur elle une maisonnée affligeante. Ta relation avec elle, dans ce qu'elle a eu pour moi de plus riche en corrélation, tu l'as résumée en une phrase, devenue pour nous classique, presque sacrilège, mais prouvant justement bien ton innocence dans ta façon de traiter les gens.
La chair disparue m'a laissé beaucoup de pagaille. Je pourrais décrire encore d'autres cercles de ton influence et du combat contre elle, mais là je m'avancerais dans un incertain et serais forcé de construire. En outre, tu deviens, plus tu t'éloignes du magasin et de la famille, toujours de plus en plus aimable, arrangeant, courtois, respectueux, empathique. Je veux dire aussi extérieurement, tout comme par exemple un despote. Lui aussi, une fois qu'il est hors des frontières de son pays, n'a nul besoin de continuer à être tyrannique et peut se commettre dans la bonhomie avec les gens les plus simples. De fait, par exemple, sur les photos prises à Franzenbad, tu étais là, debout, aussi grand et joyeux parmi les petits gens maussades qu'un roi en voyage. De cela, il est vrai que même les enfants auraient pu tirer avantage, sauf qu'il eût fallu, ce qui était impossible, qu'ils fussent capables déjà, dans l'enfance, de le percevoir. Et moi, par exemple, je n'aurais pas dû habiter constamment dans ta zone d'influence, la plus interne, la plus rigoureuse et la plus étranglante, comme je l'ai vraiment fait. Je n'ai pas seulement perdu par là le sens de la famille, comme tu dis, au contraire, j'avais plutôt encore le sens de la famille, mais il est vrai principalement négatif. Pour le détachement intérieur de toi, naturellement impossible à jamais achever. Mes relations avec les gens extérieurs à la famille ont peut-être bien souffert encore davantage de ton influence. Tu es tout à fait dans l'erreur quand tu crois que pour les autres je fais tout par amour et fidélité et que par froideur et traîtrise pour toi et la famille je ne fais rien. Je le dis et je le redis pour la 10e fois. Je serais vraisemblablement devenu aussi, sans cela, quelqu'un de sauvage et de craintif, mais il y a encore un long chemin obscur de là à ce que je suis réellement devenu. Jusqu'ici dans cette lettre, j'ai à dessein passé relativement peu de choses sous silence, mais à présent et par la suite je serai forcé d'en taire certaines encore trop inavouables, devant toi et devant moi. Je dis cela pour que, si le tableau d'ensemble devait devenir ça et là un peu flou, tu n'ailles pas croire que c'est faute de preuves. Il y a au contraire des preuves susceptibles de donner au tableau une âpreté intolérable. Il n'est pas facile de trouver le juste milieu en la matière. Il suffit là, tu restes, de rappeler un fait plus ancien. J'avais perdu face à toi ma confiance en moi. J'y avais substitué un sentiment d'infinie culpabilité. C'est en me souvenant de cet infini que j'ai écrit un jour de quelqu'un, il craint que la honte ne lui survive. Je ne pouvais pas me métamorphoser soudain quand je rencontrais d'autres gens. Au contraire, je sombrais devant eux dans un sentiment de culpabilité encore plus profond. Car, comme je l'ai déjà dit, je devais réparer chez eux ce dont tu t'étais rendu coupable à leur égard au magasin et dont j'avais partagé la responsabilité. En outre, contre toute personne que je fréquentais, tu avais ouvertement ou en cachette quelque chose à redire. Cela aussi, j'avais à me faire pardonner. La méfiance que tu cherchais à m'inspirer, au magasin et dans la famille, contre la plupart des gens. Cite-moi une personne ayant eu pour moi quelque importance dans mon enfance et que tu n'aies pas au moins une fois critiqué de fond en comble. Et qui curieusement ne te pesait pas plus que ça. Car enfant tu étais assez fort pour la supporter. En outre, elle n'était peut-être en réalité qu'un emblème du souverain. Cette méfiance qui à mes yeux de petit garçon ne se justifiait nulle part, car je ne voyais partout que des êtres d'une excellence inaccessible, elle est devenue en moi une méfiance envers moi-même et une angoisse permanente face à tous les autres. Ce n'était certainement pas là que j'aurais donc pu, de façon générale, me sauver de toi. Là-dessus, tu t'es trompé. Cela tient peut-être à ce qu'en fait, tu ne savais rien de mes fréquentations et qu'avec méfiance et jalousie, tu m'aimes bien. Je ne le nie pas. Tu supposais que je devais bien compenser ailleurs le manque de vie de famille. Car enfin, il était impossible que je vive à l'extérieur de la même façon. Au demeurant, de ce point de vue, j'avais encore, précisément dans l'enfance, un certain réconfort que m'apportait justement ma méfiance envers mon jugement. Je me disais, voyons, tu exagères, tu ressens trop, comme le fait toujours la jeunesse, les broutilles comme si c'était des grandes exceptions. Mais ce réconfort, par la suite, je l'ai presque perdu à mesure que j'avais une meilleure vue d'ensemble sur le monde. Dans le judaïsme, je n'ai pas trouvé davantage de quoi me sauver de toi. Un sauvetage y aurait pourtant été pensable, ou plus encore, il eût été pensable que nous nous soyons trouvés l'un l'autre dans le judaïsme, ou que nous en soyons sortis d'un même accord. Mais à quel judaïsme ai-je eu le droit, de ta part ? Au fil des années, j'ai adopté face à lui, en gros, 3 sortes d'attitudes. Enfant, je me faisais d'accord en ceci avec toi. Des reproches parce que je n'allais pas assez au temple,
que ne jeûnais pas, etc. Je croyais que par là, je portais tort non à moi, mais à toi, et la conscience de ma culpabilité, toujours aux aguets, me pénétrait tout entier. Plus tard, jeune homme, je ne comprenais pas comment, avec le 3 fois rien de judaïsme dont tu disposais, tu pouvais me reprocher de ne pas faire l'effort, ne serait-ce que par piété, disais-tu, d'exécuter pareil rien. Car c'était réellement, pour ce que je pouvais voir, un rien, une blague, même pas une blague. Tu allais au temple 4 jours par an. Tu y étais plus proche des indifférents, au moins que de ceux qui prenaient la chose au sérieux. Tu t'acquittais patiemment des prières comme d'une formalité. Tu me remplissais parfois d'étonnement par ton habileté à tirer du livre de prières, comme d'un jeu de cartes, le passage qu'on était juste en train de réciter. À part cela, j'avais le droit, pourvu que je sois au temple, c'était le principal, de me fourrer dans un coin où je voulais. Je passais donc ces nombreuses heures à bâiller, à somnoler. Jamais je ne me suis autant ennuyé par la suite, je crois, sauf au cours de danse. Et je cherchais à m'amuser si possible des quelques petites diversions qu'il y avait là, comme quand on ouvrait l'arche d'alliance, ce qui me faisait toujours penser au stand de tir forain, ou quand on tapait dans le mille, la porte d'une boîte s'ouvrait aussi. Sauf qu'il en sortait toujours quelque chose d'intéressant. Alors que là, c'était toujours les mêmes vieilles poupées sans tête. Du reste, j'ai eu là aussi de grandes craintes, non seulement, comme il va de soi, devant tous ces gens que l'on était amené à côtoyer de près, mais aussi parce que tu avais un jour mentionné en passant que je pourrais moi aussi être appelé à la Torah. J'en avais tremblé des années durant. Mais sinon, je n'avais jamais été notablement dérangé dans mon ennui, tout au plus par la bar mitzvah, mais qui n'exigeait que l'effort ridicule d'apprendre par cœur et n'aboutissait qu'à passer un examen non moins ridicule, ou encore par de petits événements assez insignifiants, comme quand tu étais désigné pour la Torah et t'acquittais bien de cet acte exclusivement social à mon sens, ou quand, à la fête des morts, tu restais dans le temple et que l'on me faisait sortir, ce qui pendant longtemps, manifestement à cause de cette exclusion et faute d'adhésion profonde, a suscité chez moi le sentiment à peine conscient qu'il s'agissait là de quelque chose d'inconvenant. Voilà comment c'était au temple. À la maison, c'était si possible encore plus sommaire et se limitait au premier soir du Seder, lequel devint de plus en plus une comédie avec fou rire, à vrai dire sous l'influence des enfants qui grandissaient. Pourquoi devais-tu céder à cette influence ? Parce que tu l'avais suscitée. Tel fut donc le matériau religieux qui m'a été transmis, à quoi s'ajouta tout au plus la main tendue vers les fils du millionnaire Fuchs, qui étaient au temple avec leur père pour les grandes fêtes. Je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire de mieux de ce matériau que de s'en débarrasser au plus vite. C'est en s'en débarrassant justement qu'on faisait le plus pieux des actes. Mais plus tard encore, j'ai considéré cela autrement et compris pourquoi tu avais le droit de croire qu'en la matière aussi je te trahissais méchamment. De l'espèce de ghetto de ta petite communauté villageoise, tu avais réellement apporté encore un peu de judaïsme. Pas beaucoup, et cela s'était encore un peu perdu en ville et à l'armée. Néanmoins, les impressions et souvenirs de jeunesse suffisaient tout juste à une sorte de vie juive, surtout que tu n'avais pas besoin de beaucoup d'aide de ce côté-là. Étant au contraire d'une souche très robuste, et ne pouvant guère être ébranlé personnellement par des scrupules religieux, s'il n'était pas très mêlé à des scrupules d'ordre social. Au fond, la foi guidant ta vie consistait à croire en l'absolue justesse des opinions d'une certaine classe sociale juive, et donc, en fait, puisque ces opinions appartenaient à ta nature, à croire en toi-même. Même cela recélait encore assez de judaïsme. Mais face à l'enfant, c'était trop peu pour être transmis. Cela partait en gouttes qui se perdaient complètement à mesure que tu les semais. C'était en partie des impressions de jeunesse incommunicables, en partie ta nature que je craignais. À un enfant que sa simple peur faisait tout observer avec une extrême acuité, il était également impossible de faire comprendre que les quelques inanités que tu exécutais au nom du judaïsme avec l'indifférence qu'elles méritaient pouvaient avoir un sens plus haut. Pour toi, elles avaient du sens comme de petits souvenirs de temps passé, et c'est pour cela que tu voulais m'en faire part. Mais comme, même pour toi, elles n'avaient plus de valeur intrinsèque, tu ne le pouvais que par la persuasion ou la menace. D'un côté, cela ne pouvait pas réussir, et de l'autre, comme tu ne voyais pas du tout combien ta position était faible, en l'occurrence, cela ne pouvait que te mettre très en colère contre moi et contre ce qui semblait être pur entêtement de ma part.
Tout cela n'a rien d'un phénomène isolé. Il en allait sensiblement de même chez une grande partie de cette génération juive de transition qui a quitté des campagnes encore relativement pieuses et migré vers les villes. Cela s'est effectué tout seul. Sauf qu'à notre relation, qui ne manquait pourtant pas de côté tranchant, cela en a ajouté encore un autre, et passablement douloureux. Contre cela, je conçois certes que sur ce point aussi, tu crois tout comme moi n'être pas coupable, mais que tu expliques cette innocence par ta nature et la situation contemporaine, et non simplement par les circonstances extérieures. Donc ne dis pas que tu avais par ailleurs trop de travail et de soucis pour pouvoir, de surcroît, te soucier de telles choses. C'est de cette manière que tu as coutume de faire de ton indubitable non-culpabilité un reproche injuste à adresser aux autres. C'est alors partout et là aussi très facile à contester, car il ne s'agit pas du tout de je ne sais quel enseignement que tu aurais dû dispenser à tes enfants. Il s'agit d'une vie exemplaire. Si ton judaïsme avait été plus fort, ton exemple aurait été aussi plus contraignant. Cela se comprend tout seul et ce n'est de nouveau pas un reproche. C'est seulement une défense contre tes reproches. Tu as lu récemment les souvenirs de jeunesse de Franklin. C'est réellement à dessein que je te les ai donnés à lire. Mais non, comme tu l'as fait remarquer ironiquement, à cause d'un petit passage sur le végétarianisme, mais à cause de la relation entre l'auteur et son père, telle qu'elle est décrite là, et de la relation entre l'auteur et son fils, telle qu'elle s'exprime d'elle-même dans ses souvenirs écrits pour le fils. Je ne veux pas ici mettre en relief des détails. Une certaine confirmation ultérieure de ma façon de voir ton judaïsme m'a été fournie par ton comportement ces dernières années, lorsqu'il t'est apparu que je m'occupais davantage de choses juives. Comme tu éprouves d'avance une aversion pour chacune de mes occupations et en particulier pour ce genre d'intérêt, que j'y prends, tu l'as manifesté là aussi. Mais à part cela, on aurait pourtant pu s'attendre à ce que tu fasses là une petite exception. C'était pourtant du judaïsme venant de ton judaïsme qui s'éveillait là. Et par conséquent aussi la possibilité de nouvelles relations entre nous. Je ne nie pas que ces choses, si tu avais montré de l'intérêt pour elles, auraient pu du coup par là même devenir suspectes. L'idée ne m'effleure pas de prétendre que je suis en rien supérieur à toi de ce point de vue. Mais on n'est même pas arrivé au point d'en faire l'épreuve. Par mon entremise, le judaïsme s'est mis à te faire horreur. Les écritures juives sont devenues illisibles. Ils t'ont répugné. Cela pouvait signifier que tu tenais à ce que fût seul valable le judaïsme tel que tu me l'avais montré dans mon enfance. Au-delà, il n'y avait rien. Or, que tu prétendes en rester là, ce n'était guère pensable. Mais alors la répugnance, à part qu'elle visait d'abord non le judaïsme mais ma personne, pouvait uniquement signifier que tu reconnaissais inconsciemment la faiblesse de ton judaïsme et de mon éducation juive, que tu ne voulais à aucun prix qu'on te fit t'en souvenir et que tu répondais à tous les souvenirs par une haine déclarée. Au demeurant, ton appréciation négative de mon nouveau judaïsme était très exagérée. D'abord, elle portait en elle-même ta malédiction, et ensuite c'était le rapport fondamental avec autrui qui pour son évolution a été décisif, donc fatal dans mon cas. Tu as tapé juste avec ton aversion pour mon travail d'écrivain et pour ce qui à ton insu y était lié. Là j'avais effectivement gagné un morceau d'autonomie par rapport à toi. Même si cela fait un peu penser au ver dont tu as piétiné l'arrière et qui se libère avec sa partie avant et se traîne à l'écart, j'étais dans une certaine mesure en sûreté. Je pouvais souffler. L'aversion que tu as éprouvée naturellement, tout de suite aussi contre mon travail d'écrivain, là, exceptionnellement, elle a été la bienvenue. Ma vanité, mon ambition souffraient, certes, de la formule devenue célèbre par laquelle tu as accueilli mes livres. Pose-le sur la table de jouets. Tu étais généralement en train de jouer aux cartes quand arrivait un livre. Mais au fond, cela ne m'empêchait pas de me sentir bien, non seulement par méchanceté rebelle, non seulement pour la joie de voir confirmer de nouveau ma façon de considérer notre relation, mais fondamentalement parce que cette formule, je l'entendais résonner comme un « tu es libre à présent ». Naturellement, c'était une illusion. Je n'étais pas, ou au mieux, pas encore libre. Ce que j'écrivais parlait de toi. Je ne faisais qu'y pleurer. Ce que je ne pouvais pleurer sur ta poitrine. C'était des adieux que je te faisais en les plongeant à dessein. Sauf que si c'était toi qui m'y avais contraint, il se déroulait dans la direction fixée par moi. Mais comme c'était un peu tout cela, il ne vaut en somme la peine d'en parler que parce que c'est arrivé dans ma vie. Ailleurs, ça n'aurait aucun intérêt.
Et puis encore parce que cela a dominé ma vie, dans l'enfance sous forme de pressentiment, plus tard sous forme d'espoir, encore plus tard sous forme de désespoir, et que cela m'a dicté, si l'on veut, mais de nouveau à travers ton personnage, mais quelques petites décisions. Par exemple, le choix d'une profession. Certes, tu m'as donné là toute liberté. De ta manière généreuse et même patiente en ce sens, toutefois, tu suivais là également le traitement pour toi un modèle, réservé à ses fils par la moyenne bourgeoisie juive, ou au moins les jugements de valeur propres à cette classe. Enfin, entrait là aussi en jeu l'un de tes malentendus concernant ma personne. Depuis toujours, en effet, par fierté paternelle, par méconnaissance de ma vraie manière d'être, par des déductions sur ma petite santé, tu m'as considéré comme particulièrement travailleur. Comme enfant, selon toi, je ne cessais d'apprendre, et plus tard, je n'ai fait qu'écrire. C'est on ne peut plus faux. On peut plutôt dire, en exagérant beaucoup moins, que j'ai peu étudié et rien appris. Que de toutes ces années, avec une mémoire médiocre et une intelligence qui n'était pas tout à fait des pires, il m'en soit resté quelque chose. Ce n'est pas très surprenant. Mais en tout cas, le résultat global en matière de savoir, et en particulier de fondement du savoir, est tout à fait lamentable, comparé à la dépense de temps et d'argent, dans le cadre d'une vie extérieurement tranquille et sans souci, et surtout aussi par comparaison avec presque tous les gens que je connais. C'est lamentable, mais pour moi compréhensible. Depuis que je suis capable de penser, j'ai eu de tels profonds soucis en matière d'affirmation spirituelle de mon existence que tout le reste m'était indifférent. Les lycéens juifs, chez nous, sont facilement bizarres. On trouve là les choses les plus invraisemblables. Mais mon indifférence froide, à peine dissimulée, indestructible, puérilement désemparée, allant jusqu'au ridicule et d'une autosatisfaction animale, chez un enfant passablement fantasque, mais à froid, je ne l'ai retrouvée nulle part ailleurs. Il faut dire que, là aussi, elle était l'unique protection contre la destruction nerveuse par l'angoisse et la culpabilité. Je n'étais occupé que par le souci de moi-même, mais d'une manière extrêmement diverse, sous forme par exemple d'inquiétude concernant mon état de santé. Cela a commencé discrètement, de temps à autre se manifestait une petite crainte portant sur la digestion, la chute de cheveux, une déformation de la colonne vertébrale, etc. Puis cela s'est accentué en d'innombrables dégradés, et cela a fini par aboutir à une maladie réelle. Tout ça, c'était quoi? Pas vraiment une maladie du corps. Mais comme je n'étais sûr de rien, qu'à chaque instant j'avais besoin d'une nouvelle confirmation de ma présence au monde, que rien n'était en ma possession véritable, indubitable, unique, déterminé sans ambiguïté par moi seul, que j'étais en vérité un fils déshérité, je n'ai plus été sûr même de ce qui m'était le plus proche de mon propre corps. J'ai poussé tout en hauteur, mais ne sachant rien en faire, la charge était trop lourde. Le dos s'est voûté, j'osais à peine bouger, encore moins faire de la gymnastique. Je suis resté faible. Je me suis étonné comme un miracle de ce qui me restait, comme ma bonne digestion. Cela a suffi pour que je la perde. Et ce fut là, voie tracée vers toutes sortes d'hypocondries. Jusqu'au moment où, faisant un effort surhumain pour vouloir me marier, j'y reviendrai, j'ai vu du sang sortir de mes poumons, ce à quoi peut avoir passablement contribué le logement au palais Schönborn, mais dont je n'ai eu besoin que parce que je croyais qu'il me fallait pour écrire, si bien que cela a aussi sa place sur cette feuille. Donc tout cela ne provenait pas d'un travail excessif comme tu te l'imagines toujours. Il y a eu des années où j'ai passé plus de temps à flémarder sur le canapé que toi dans ta vie entière, toutes tes maladies comprises. Quand extrêmement affairé je te quittais à grands pas, c'était la plupart du temps pour aller m'étendre dans ma chambre. Que ce soit au bureau, où à vrai dire la paresse n'est guère remarquée et où la mienne, en plus, était limitée par la crainte, ou que ce soit à la maison, ma somme de travail est minuscule. Si tu en avais une vue d'ensemble, tu en serais effaré. Vraisemblablement, je ne suis pas paresseux de nature, mais il n'y avait rien à faire pour moi. Là où je vivais, j'étais rejeté, condamné sans appel, battu à plat de couture, et je faisais les plus grands efforts pour m'enfuir ailleurs. Mais ce n'était pas un travail, car il s'agissait d'une chose impossible, qui pour mes forces à quelques petites exceptions près, était hors de portée. C'est dans cet état que j'ai donc bénéficié de la liberté de choisir une profession. Mais étais-je bien encore capable de faire vraiment usage d'une telle liberté? Est-ce que je me faisais encore assez confiance pour me voir accéder à une véritable profession? Mon évaluation de moi-même dépendait beaucoup plus de toi que de n'importe quoi d'autre, comme un succès extérieur. Celui-ci était le renfort d'un instant, sinon rien.
Mais de l'autre côté, ton poids t'entraînait beaucoup plus fortement vers le bas. Jamais je ne franchirai la petite classe de l'école primaire, me disais-je. Mais j'y suis arrivé. J'ai même reçu un prix. Je ne décrocherai sûrement jamais l'examen d'entrée au lycée. Mais j'y suis arrivé. Mais alors j'échouerai à coup sûr dans la première année de lycée. Non, je n'ai pas échoué. Et cela a toujours continué ainsi. Mais il n'a résulté de cela aucune assurance. Au contraire, j'ai toujours été convaincu, et dans ta mine dédaigneuse, j'en avais formellement la preuve, qu'à force de succès, la fin ne pourrait être plus que désastreuse. Souvent, je voyais dans ma tête la terrible assemblée des professeurs. Le lycée est seulement l'exemple de la plus grande homogénéité. Mais partout autour de moi, c'était pareil. Je les voyais chaque fois que j'étais passé dans la classe supérieure, se réunir pour examiner ce cas unique et scandaleux, se demander comment j'étais parvenu, moi le plus incapable et en tout cas le plus ignorant, à m'introduire furtivement dans cette classe qui, maintenant que l'intention générale était tournée vers moi, allait naturellement me recracher aussitôt, à la grande joie bruyante de tous les justes débarrassés de ce cauchemar. Vivre en imaginant des choses pareilles, ce n'est pas facile pour un enfant. Dans ces circonstances, qu'avais-je à faire de l'enseignement ? Qui était capable de faire jaillir de moi une étincelle de participation ? À cet âge décisif, l'enseignement ne m'intéressait. Et non seulement l'enseignement, mais tout ce qu'il y avait autour. Qu'à peu près comme un employé de banque malhonnête, qui est encore à son poste et tremble d'être démasqué, s'intéresse au petit train-train bancaire dont il faut encore qu'il s'acquitte comme employé. Tout était si petit, si lointain, à côté de ce qui était capital. Ensuite, ça a continué comme ça jusqu'au bac, que vraiment je n'ai décroché déjà en partie qu'à l'esbrouf. Ensuite, ça a coincé. Désormais, j'étais libre. Si déjà, en dépit de la contrainte du lycée, je m'étais concentré uniquement sur moi, alors maintenant que j'étais libre. Donc, il n'y avait pas pour moi de véritable liberté dans le choix d'une profession, je le savais. Par rapport à ce qui était au capital, tout me serait exactement aussi indifférent que les matières scolaires au lycée. Il s'agissait par conséquent pour moi de trouver une profession qui, sans trop froisser ma vanité, me permette le plus cette indifférence. Donc le droit fut ce qui allait de soi. De petites tentatives en sens inverse dues à la vanité, à un espoir, comme 15 jours d'études de chimie, 6 mois d'études d'allemand, n'ont fait que renforcer cette conviction profonde. J'ai donc fait des études de droit, en sorte que dans les quelques mois précédant les examens, mettant copieusement mes nerfs à l'épreuve, intellectuellement je me nourrissais carrément de sueur de bois, mâchée de surcroît avant moi par des milliers de gueules. Mais en un certain sens, c'était justement à mon goût, comme avait été à mon goût auparavant le lycée, et comme le serait plus tard la profession de fonctionnaire, car tout cela correspondait parfaitement à ma situation. En tout cas, j'ai fait preuve là d'une étonnante lucidité dans l'anticipation. Dès la petite enfance, j'avais en matière d'études et de profession des pressentiments assez clairs. De ce côté-là, je n'attendais rien qui me sauve. J'y avais déjà renoncé depuis longtemps. Mais je n'ai montré, autant dire, aucune lucidité dans l'anticipation, s'agissant de la signification et de la possibilité pour moi d'un mariage. Ce qui a été jusqu'à présent la plus grande terreur de ma vie m'est tombé dessus d'une façon presque entièrement inattendue. L'enfant s'était développé si lentement, ces choses étaient extérieurement trop hors de sa portée. De temps à autre se présentait la nécessité d'y penser. Mais que se préparera là une épreuve durable, décisive et même la plus âpre, cela ne se voyait pas. Or, en réalité, les tentatives de mariage sont devenues la plus grandiose et pleine d'espoir des tentatives pour t'échapper. Grandiose à proportion fut ensuite, il est vrai, aussi leur échec. Je crains parce que dans cette région, je ne connais que des échecs, et de ne pas réussir non plus à te rendre compréhensible ces tentatives de mariage. Et pourtant, c'est de cela que dépend le succès de toute cette lettre, car dans ces tentatives était rassemblé d'un autre côté tout ce dont je disposais de forces positives, d'un autre côté s'y réunissaient aussi très rageusement toutes les forces négatives que j'ai décrites comme résultat tenant de l'éducation que j'ai reçue de toi, donc la faiblesse, le manque de confiance en moi, la conscience d'être coupable, et qui ont littéralement tendu un cordon me tenant à l'écart du mariage. L'explication me deviendra difficile aussi parce que tout cela, je l'ai pensé et retourné pendant tant de jours et de nuits que même moi maintenant, la simple vue m'en trouble l'esprit. Seul me facilitera l'explication ce que je pense être ta totale incompréhension de la chose. Corriger un peu une incompréhension aussi totale ne paraît pas excessivement difficile. D'abord, tu places l'échec des mariages dans la série de mes autres échecs. Je n'aurais rien contre en principe.
à condition que tu acceptes l'explication que j'ai donnée jusqu'ici de ces échecs. Cela se situe effectivement dans cette série, sauf que tu sous-estimes la signification de la chose. Et que tu sous-estimes au point que, quand nous en parlons ensemble, nous parlons en fait de choses tout à fait différentes. J'ose dire qu'il ne t'est rien arrivé dans toute ta vie qui ait pu avoir pour toi une signification telle que pour moi ces tentatives de mariage. Je ne veux pas dire par là que tu n'aies rien vécu qui soit en soi aussi important. Au contraire, ta vie a été beaucoup plus riche et pleine de soucis et dense que la mienne. Mais c'est justement pour cela qu'il ne t'est rien arrivé du même genre. C'est comme si quelqu'un devait gravir 5 petites marches d'escalier et un autre une seule marche, mais aussi haute que les 5 autres ensemble. Le premier ne montera pas seulement les 5, il en montera encore des centaines et des milliers de plus. Il aura vécu de grandes vies très fatigantes, mais aucune des marches qu'il aura gravies n'aura eu pour lui une importance telle que pour le second. Cette première marche haute, impossible à escalader en y mettant toutes ses forces, et qu'il n'arrive ni à gravir naturellement non plus à la sauter. Se marier, fonder une famille, accepter tous les enfants qui voudront venir et préserver de ce monde peu sûr et à plus forte raison les y guider un peu. Je suis convaincu que c'est le comble de ce qu'un être humain peut réussir. Qu'apparemment tant de gens y réussissent facilement n'est pas une preuve du contraire, car premièrement ils ne sont pas si nombreux à y réussir effectivement, et deuxièmement c'est peu nombreux et la plupart du temps ne font rien. Il leur arrive simplement quelque chose. Ce n'est certes pas encore ce comble, mais c'est tout de même encore une très grande chose et très honorable. D'autant qu'entre ce qu'on fait et ce qui nous arrive, la différence est difficile à faire nettement. Mais finalement, il ne s'agit d'ailleurs pas du tout de ce comble, mais seulement de quelques lointaines et correctes approches, car enfin il n'est pas nécessaire de voler jusqu'en plein dans le soleil, mais plutôt jusqu'à une petite place propre sur terre, où on arrive à 4 pattes, où le soleil brille quelquefois et où on peut se chauffer un peu. Or, comment étais-je préparé à cela ? Aussi mal que possible, cela ressort déjà de ce qui précède. Mais pour autant qu'il y ait à cela une préparation directe de l'individu et une instauration directe des conditions générales de base, tu n'y es pas extérieurement intervenu pour grand-chose. Ce n'est d'ailleurs pas possible autrement. Là décident les mœurs sexuelles générales tenant à la catégorie sociale, à la nation et à l'époque. Tu es tout de même intervenu là aussi pas beaucoup, car la condition d'une telle intervention ne saurait être qu'une forte confiance mutuelle, et elle manquait entre nous deux depuis longtemps au moment décisif. Et ce ne fut pas très heureux, car enfin nos besoins étaient tout à fait différents. Ce qui me saisit tout entier peut fort bien te toucher à peine, et inversement, ce qui est chez toi innocence peut être chez moi culpabilité, et inversement, ce qui chez toi reste sans conséquence peut être le couvercle de mon cercueil. Je me souviens qu'un soir, je me promenais avec toi et ma mère. C'était sur la Josephplatz, à proximité de l'actuelle banque régionale. Et je me suis mis sottement, d'une manière fanfaronne, supérieure, fière et détachée, c'était mensonger. Froide, c'était authentique. Et en bégayant, comme généralement quand je m'adressais à toi à parler des choses intéressantes. Je vous ai fait des reproches, vous m'aviez laissé dans l'ignorance. J'avais dû attendre que des condisciples m'instruisent, j'avais frôlé de grands dangers. Et là, je mentais effrontément, à ma manière, pour me montrer courageux. Car à part les banales pollutions nocturnes des enfants des villes, j'étais trop timoré pour avoir eu dédit grand danger, une idée plus précise. Mais je vous ai informé pour finir qu'à présent, heureusement, je savais tout, que je n'avais plus besoin de conseils et que tout allait bien. En tout cas, si je m'étais lancé sur ce sujet, c'était principalement par envie d'au moins en parler, ensuite aussi par curiosité, et enfin également pour prendre sur vous je ne sais quelle revanche. Tu as pris la chose conformément à ta nature, très simplement. Tu as eu seulement dit, en substance, que tu pouvais me donner un conseil pour pratiquer ces choses sans risque. Peut-être avais-je voulu provoquer précisément une telle réponse. Elle correspondait bien à la lubricité d'un enfant gavé de viande et de toutes les bonnes choses, sans activité physique et continuellement occupé de lui-même. Mais ma pruderie de façade en a été si offusquée, à moins que je n'ai cru qu'elle devait l'être, que malgré moi je n'ai plus voulu parler de ça avec toi et que, hautain et insolent, j'ai mis un terme à cette conversation. Il n'est pas facile de juger ta réponse d'alors. D'un côté, elle est belle et bien d'une franchise renversante.
archaïque en quelque sorte. D'un autre côté, elle est néanmoins, pour ce qui est de la leçon elle-même, d'un sans-gêne très moderne. Je ne sais pas l'âge que j'avais alors, sûrement pas beaucoup plus que de 16 ans, mais pour un tel garçon, c'était tout de même une très curieuse réponse. Et la distance entre nous se marque aussi par le fait que c'était la première leçon générale de vie que je recevais directement de toi. Or, son sens effectif qui, sur le moment, s'est planté profondément en moi, mais dont je n'ai pris à demi conscience que plus tard, était le suivant. Ce que tu me conseillais était bel et bien ce qui, à ton avis, et encore plus au mien à l'époque, était la chose la plus sale du monde. Que ton souci fût que physiquement je ne te rapporte rien de cette saleté à la maison, c'était accessoire. Tu ne faisais par là que te protéger, toi et ta maison. L'essentiel était bien, davantage, que tu restais à l'écart de ton conseil en homme marié, en homme propre, bien au-dessus de ces choses. Cela a pris vraisemblablement pour moi encore plus d'acuité, à l'époque du fait que le mariage aussi me paraissait indécent, de sorte qu'il m'était impossible d'appliquer à mes parents ce que j'avais entendu dire au du mariage en général. Du coup, tu devenais encore plus propre, tu t'élevais encore davantage. L'idée qu'avant le mariage tu aies pu te donner pareil conseil à toi-même était impensable. Ainsi sur toi, il ne restait presque pas le moindre petit reste de saleté. Et c'était précisément toi qui, en quelques paroles sans détour, me poussais pour que je tombe, comme si j'y étais destiné, dans cette saleté. Si donc le monde n'était fait que de toi et de moi, ce que je n'étais pas loin de croire, la propreté du monde s'arrêtait à toi, et avec moi commençait, en vertu de ton conseil, la saleté. En soi, que tu me condamnes ainsi était incompréhensible. Seule une culpabilité ancienne, et de ton côté, le plus profond mépris pouvait me l'expliquer. De ce fait, j'étais donc de nouveau attaqué dans mon être, le plus profond, et très durement. C'est peut-être là qu'apparaît aussi le plus nettement que nous ne sommes coupables ni l'un ni l'autre. A donne à B un conseil sans détour, conforme à sa conception de la vie, pas très joli, mais en même temps tout à fait banal aujourd'hui en ville, et évitant peut-être des ennuis de santé. Pour B, ce conseil n'est pas très revigorant moralement, mais pourquoi ne s'en remettrait-il pas avec les années? Au demeurant, rien ne l'oblige à le suivre. Ce conseil qui en tout cas ne contient rien qui implique que B voit s'effondrer sur lui tout son monde à venir. Et pourtant, il se passe quelque chose de ce genre, mais justement pour la simple raison que A, c'est toi, et que B, c'est moi. Cette non-culpabilité de part et d'autre, je suis particulièrement capable d'en avoir une vue globale, parce qu'un choc analogue, c'est de nouveaux produits entre nous, dans un contexte tout autre. Quelques 20 ans plus tard, un fait atroce, mais en somme en lui-même beaucoup moins désastreux, car à 36 ans, plus rien de chez moi ne pouvait encore prêter le flanc à un désastre. Je veux parler d'une explication que nous avons eue au cours de ces quelques journées d'excitation après que je t'ai fait part de ma dernière intention de me marier. Tu m'as dit à peu près, elle a vraisemblablement mis l'un de ces corsages élégants que savent choisir les juifs de Prague, et là-dessus, tu as naturellement décidé de l'épouser. Et ce le plus vite possible, dans une semaine, demain, aujourd'hui. Je ne te comprends pas, tu es pourtant un adulte, tu es en ville, et tu ne trouves rien de mieux à faire que d'épouser à première venue. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre possibilité? Si tu n'oses pas, j'irai moi-même avec toi. Tu as encore développé et précisé, mais je ne me rappelle plus les détails. S'il se peut que j'ai eu un peu de brouillard devant les yeux, je m'intéressais presque davantage à ma mère, qui était certes entièrement d'accord avec toi, mais enfin qui a pris quelque chose sur la table et est sortie de la pièce en important. Jamais sans doute tu ne m'as plus profondément humilié par des paroles, ni plus clairement manifesté ton mépris. Lorsque 20 ans auparavant tu m'avais parlé de la même manière, on aurait même pu voir là, de ton point de vue, un peu de respect pour le petit citadin précoce qui, à ton avis, pouvait être introduit sans détour dans la vie. Aujourd'hui, cet égard ne pourrait qu'accentuer encore davantage le mépris, car le garçon qui à l'époque prenait de l'élan en est resté là. Il te semble ne s'être enrichi d'aucune expérience et n'être plus lamentable d'avoir 20 ans de plus. Mon choix d'une jeune fille n'avait pas la moindre signification pour toi. Tu avais toujours réprimé inconsciemment ma capacité de décision et croyais maintenant inconsciemment savoir ce qu'elle valait. De mes tentatives pour me sauver dans d'autres directions, tu ne savais rien. Donc tu ne pouvais rien savoir non plus des déductions qui m'avaient conduit à cette tentative de mariage. Tu étais forcé de chercher à les deviner. Et, conformément au jugement global que tu avais sur moi, tu as deviné en choisissant ce qu'il y avait de plus abominable, de plus grossier, de plus grotesque, et tu n'as pas hésité un instant à me le dire sur le ton qui convenait. La honte que tu m'as causée par là n'était rien pour toi.
comparé à la honte qui, à ton avis, rejaillirait sur ton nom du fait de ce mariage. Maintenant, tu peux bien sûr, à propos de mes tentatives de mariage, me répondre un certain nombre de choses, et tu l'as fait, disant que tu ne saurais avoir beaucoup de respect pour ma décision quand j'ai rompu 2 fois les fiançailles avec F, et les ai rétablies 2 fois quand je vous ai traîné pour rien, toi et ma mère, aux fiançailles à Berlin, etc. Tout cela est vrai, mais comment les choses sont-elles arrivées là ? L'idée de base des 2 tentatives de mariage était tout à fait correcte. Fonder un foyer, devenir autonome, une idée qui était fort sympathique. Sauf qu'ensuite, en réalité, cela tourne comme au jeu d'enfant où l'un tient la main de l'autre et même la serre tout en criant « Mais vas-y, va-t'en donc! Pourquoi ne t'en vas-tu pas ?» Ce qui, à vrai dire, dans notre cas, se complique du fait que depuis toujours tu as pensé sincèrement le « va-t'en donc !» Que depuis toujours aussi, sans le savoir, par la seule force de ta nature, tu m'as retenu ou plus exactement immobilisé de tout ton poids. Les 2 jeunes filles ont certes été choisies par hasard, mais extraordinairement bien choisies. C'est de nouveau un signe de ta totale incompréhension, que tu puisses croire que moi, le peureux, l'hésitant, le soupçonneux, je décide tout à coup de me marier, par je ne sais quel ravissement à la vue d'un corsage. Les 2 mariages seraient bien plutôt devenus des mariages de raison, si on entend par là que jour et nuit, pendant des années, la première fois, pendant des mois, la seconde, toute l'énergie de ma pensée a été consacrée à ce projet. Aucune de ces 2 jeunes filles ne m'a déçu. Moi seul, je les ai déçues toutes 2. Mon jugement sur elles est aujourd'hui exactement le même qu'à l'époque où je voulais les épouser. Il n'est pas vrai non plus qu'à la 2e tentative de mariage, je n'ai tenu aucun compte des expériences datant de la première, que j'ai donc agi à la légère. Les cas étaient justement tout à fait différents. Les expériences antérieures pouvaient précisément, dans le deuxième cas, beaucoup plus prometteur, me donner espoir. Je ne vais pas entrer ici dans les détails. Donc pourquoi ne me suis-je pas marié ? Il y avait des obstacles divers, mais c'est à affronter de tels obstacles que consiste la vie. L'obstacle essentiel, hélas indépendant du cas précis, c'est que visiblement je suis intellectuellement incapable de me marier. Cela se manifeste par le fait que, dès l'instant où je décide de me marier, je ne dors plus, et la tête me brûle jour et nuit. Ce n'est plus une vie. Je titube ça et là désespérément. Ce ne sont pas véritablement des soucis qui en sont la cause. Certes, il y en a d'innombrables et qui concourent aussi parce que toujours je me fais du mauvais sang et je cherche la petite bête, mais ils ne sont pas l'élément décisif. Ils parachèvent bien comme des vers le travail sur le cadavre. Mais ce qui m'atteint décidément, c'est autre chose. C'est la pression générale de l'angoisse, de la faiblesse, de la mésestime de soi. Je vais tenter de l'expliquer de plus près. En la matière, en matière de tentative de mariage, interviennent dans mes relations avec toi et entrent en collision aussi fortement que nulle part ailleurs 2 choses apparemment opposées. Le mariage est certainement la garantie qu'on se libère et devient indépendant de la façon la plus tranchante. J'aurai une famille, le comble de ce qu'on peut atteindre, à mon avis, donc aussi le comble de ce que tu as atteint. Je serai ton égal. Toute honte ancienne est éternellement nouvelle et toute tyrannie ne serait plus qu'histoire. Bien sûr, ce serait comme un conte de fées, mais c'est précisément là qu'est déjà le problème. C'est trop. Ce trop ne peut pas être atteint. C'est comme si quelqu'un était prisonnier et avait non seulement l'intention de s'évader, ce qui serait peut-être possible, mais aussi et en même temps l'intention de transformer la prison en une gentilhommière à son usage. Or, s'il s'évade, il ne peut pas faire de transformation. Et s'il entreprend des transformations, il ne peut pas s'évader dans la relation particulière et funeste que j'ai avec toi. Si j'entends devenir autonome, je dois faire quelque chose qui n'est, si possible, pas le moindre rapport avec toi. Me marier est certes ce qu'il y a de plus grandiose et qui confère l'autonomie la plus honorable, mais c'est en même temps en rapport très étroit avec toi. Vouloir emprunter cette issue a par conséquent quelque chose de fou et chaque tentative s'en trouve quasi sanctionnée. Ce rapport étroit contribue aussi, en partie, à me rendre le mariage séduisant. Je m'imagine l'égalité de conditions qui serait alors instaurée entre nous et que tu pourrais comprendre comme aucune autre. D'autant plus belle, précisément, que je pourrais être alors un fils libre, reconnaissant, non coupable, franc du collier, et toi un père que rien n'oppressait, que rien n'oppresserait, non tyrannique, empathique, content. Mais pour atteindre ce but, il faudrait simplement que tout ce qui est arrivé soit traité comme n'étant pas arrivé, c'est-à-dire que nous soyons nous-mêmes biffés d'un trait. Mais tel que nous sommes, le mariage m'est fermé à clé, du fait même que c'est le domaine qui est le plus le tien. Parfois, si je me présente la carte du monde dépliée et toi couché dessus en travers, j'ai alors le sentiment que ma vie ne serait envisageable que dans les régions que tu ne couvres pas tout bien, qui sont hors de ta portée. Et compte tenu de l'idée que je me fais de tes dimensions, ces régions ne sont pas nombreuses, ni très riantes,
et le mariage en particulier n'en fait pas partie. Cette comparaison suffit déjà à prouver que je ne veux nullement dire que tu m'aurais, par ton exemple, chassé du mariage, un peu comme tu m'as chassé du magasin. Au contraire, en dépit de toute analogie lointaine, avec notre mariage, j'avais devant moi un mariage modèle à bien des égards, modèle de fidélité, d'aide mutuelle, modèle par le nombre d'enfants, et même quand les enfants ont grandi et ont troublé de plus en plus la paix, le mariage n'en a pas été affecté. C'est précisément, selon cet exemple, que s'est peut-être formée ma trop haute conception du mariage, que le désir de mariage ait été impuissant. Cela a eu d'autres raisons. Elle tenait à tes rapports avec les enfants, dont traite toute cette lecture. Il y a une opinion selon laquelle la peur du mariage vient parfois de ce que l'on craint que les enfants vous fassent payer plus tard ce dont on s'est rendu coupable envers ses propres parents. Cela n'a, je crois, dans mon cas, pas une très grande importance, car ma conscience d'être coupable procède en fait de toi, et elle est aussi trop pénétrée de son unicité. On peut même dire que ce sentiment d'unicité fait partie du supplice qu'elle inflige. Une réédition est inimaginable. Néanmoins, je dois dire qu'à moi, un tel fils mutique, inerte, sec, défait, serait insupportable. Je crois que s'il n'y avait pas d'autre possibilité, je le fuirais, j'émigrerais, comme tu voulais le faire à cause de mon mariage. Donc il est bien possible que j'ai été aussi influencé par cela dans mon incapacité à me marier. Mais beaucoup plus importante dans cette affaire est la peur que j'ai pour moi-même. C'est à comprendre ainsi. J'ai déjà évoqué qu'en écrivant et dans ce qui va avec, j'ai fait de petites tentatives d'autonomie, des tentatives d'évasion couronnées de succès infimes. Elles ne mèneront guère plus loin. Beaucoup de choses me le confirment. Néanmoins, c'est mon devoir, ou bien plutôt c'est la substance de ma vie que de veiller sur elles, d'empêcher que ne viennent les menacer tout danger que je peux écarter, et même toute possibilité d'un tel danger. Le mariage est la possibilité d'un tel danger. Il est vrai que c'est aussi la possibilité du plus grand épanouissement, mais il me suffit que ce soit la possibilité d'un danger. Que pourrais-je faire si décidément c'était un danger ? Comment pourrais-je continuer à vivre dans le mariage avec le sentiment peut-être impossible à prouver, mais en tout cas irréfutable, de ce danger ? Face à cela, je peux certes balancer, mais l'issue finale est certaine, je ne peux que renoncer. L'image proverbiale du moineau dans la main qu'on doit préférer au pigeon sur le toit ne s'applique là que de très loin. Dans la main, je n'ai rien. Sur le toit, il y a tout. Et pourtant, je suis forcé. Ainsi en décident les rapports de combat et la détresse vitale, de choisir le rien. C'est d'ailleurs de façon analogue que j'ai dû choisir ma profession. Mais le plus important obstacle au mariage est la conviction déjà indéracinable que, pour avoir une famille et encore plus pour s'en montrer le chef, cela exige nécessairement ce que j'ai discerné chez toi, à savoir tout ensemble, le bon et le mauvais tels qu'ils sont organiquement réunis en toi. Donc, vigueur et arrogance envers autrui, santé et une certaine démesure, paroles faciles et inaccessibilité, confiance en soi et mécontentement avec tout autre, supériorité universelle et tyrannique, connaissance des hommes et méfiance envers la plupart, et puis aussi des qualités sans revers de la médaille, comme l'amour du travail, l'endurance, la présence d'esprit, l'intrépidité. De tout cela, par comparaison, je n'avais rien ou très peu, et avec cela, je voulais oser me marier. Alors que je voyais pourtant que tu avais toi-même à lutter rudement dans le mariage, et qu'envers les enfants tu connaissais même l'échec. Cette question, je ne me la posais pas expressément, bien sûr, et je n'y répondais pas non plus expressément. Sinon, la pensée de tous les jours se serait emparée de l'affaire et m'aurait montré d'autres hommes qui sont différents de toi. Pour nommer un proche très différent de toi, oncle Richard, et qui se sont néanmoins mariés et qui ne s'en sont au moins pas trouvés détruits, ce qui est déjà beaucoup et m'aurait largement suffi. Mais cette question, je ne me la posais justement pas. En revanche, je l'ai vécue depuis l'enfance. Car pour m'éprouver, je n'ai pas attendu d'être face au mariage. Je l'ai fait devant chaque petite chose. Face à chaque petite chose, tu m'as, par ton exemple et par l'éducation que je subissais, comme j'ai tenté de le décrire, convaincu de mon incapacité. Et ce qui à chaque petite chose se vérifiait et te donnait raison ne pouvait bien sûr que se vérifier monstrueusement face à ce qu'il y a de plus grand, donc face au mariage. Jusqu'aux tentatives de mariage, j'ai grandi un peu comme un homme d'affaires qui se laisse vivre au jour le jour, avec certes des soucis et de fâcheux pressentiments, mais sans tenir précisément ses comptes. Il a quelques petits profits, qu'en raison de leur rareté, il ne cesse de cajoler en pensée et d'exagérer. Sinon, il n'a que des pertes quotidiennes. Tout est enregistré, mais sans jamais de bilan. Arrive l'obligation de faire le bilan, à savoir de la tentative de mariage. Et vu les grosses sommes à comptabiliser là,
C'est comme s'il n'avait jamais eu le moindre petit profit. Tout n'est qu'une seule énorme dette. Et maintenant, marie-toi, sans devenir fou. Ainsi s'achève ma vie jusqu'ici avec toi, et telles sont les perspectives qu'elle porte en elle pour l'avenir. Si tu embrasses d'un regard les raisons que je donne de la crainte que j'éprouve face à toi, tu pourras répondre. Tu prétends que je me facilite abusivement les choses quand j'explique mes rapports avec toi par la culpabilité que tu assumes. Or, moi je crois qu'en dépit d'un effort de façade, non seulement tu ne te rends pas la chose plus difficile, tu les tournes à ton avantage. Tu commences, toi aussi, par te disculper de toute faute et responsabilité. En cela, notre procédé est donc le même. Mais ensuite, alors que moi, aussi ouvertement que je le pense, je t'attribue la seule faute, tu entends être à la fois super intelligent et super délicat. Et tu m'acquittes, moi aussi, de toute faute. Naturellement, tu n'y parviens qu'en apparence. C'est d'ailleurs tout ce que tu souhaites. Et il en résulte entre les lignes, en dépit de tous les grands mots, de manière d'être, de nature, d'opposition, de désarroi, qu'en réalité c'était moi l'agresseur. Alors que tout ce que tu as pu faire n'était que de l'autodéfense. Dès lors, tu aurais donc déjà obtenu par ton insécurité, par ton insincérité, un certain avantage. Car tu as prouvé trois choses. Premièrement, que tu es innocent. Deuxièmement, que je suis coupable. Et troisièmement, que par pure grandeur d'âme, tu es prêt non seulement à me pardonner, mais ce qui est davantage et moins à prouver, de surcroît, et à vouloir croire toi-même, à vrai dire contre la vérité que je suis aussi innocent, cela pourrait te suffire, mais cela ne te suffit pas encore. Tu t'es en effet mis en tête de vouloir vivre intégralement de moi. Je concède que nous nous battons l'un contre l'autre, mais il y a deux sortes de combats. Le combat chevaleresque, où se mesurent les forces d'adversaires autonomes, chacun est réduit à lui-même, perd pour lui-même, vainc pour lui-même. Et le combat de l'insecte nuisible qui non seulement pique, mais du même coup pour assurer sa survie suce le sang. Tel est le véritable soldat de métier, et c'est ce que tu es, inapte à la vie. Voilà ce que tu es. Mais pour pouvoir t'y accommoder confortablement sans te faire de soucis ni de reproches, tu démontres que c'est moi qui t'ai ôté toute aptitude à la vie et l'ai fourré dans mes poches. Pourquoi ton inaptitude à vivre te ferait-elle souci désormais ? C'est moi qui en porte la responsabilité et toi tu t'allonges tranquillement et te laisses traîner par moi dans la vie, physiquement et intellectuellement. Un exemple, lorsque récemment tu as voulu te marier en même temps, et tu l'avoues dans cette lettre, tu ne voulais pas te marier, mais tu voulais, pour n'avoir pas à te fatiguer, que je t'aide à ne pas te marier, en t'interdisant ce mariage à cause de la honte que cette alliance ferait à mon nom. Or, cette idée ne m'a pas effleuré. Premièrement, je ne voulais pas être là, comme jamais non plus ailleurs. Un obstacle à ton bonheur. Et deuxièmement, je ne veux jamais avoir à entendre pareil reproche de mon enfant. Mais après avoir pris sur moi pour te laisser libre de te marier, en ai-je bénéficié ? Pas le moins du monde. Mon aversion pour ce mariage ne l'aurait empêché au contraire. Ça aurait été en soi encore pour toi une incitation de plus à épouser la jeune fille, car la tentative d'évasion, comme tu l'appelles, aurait été par là rendue plus parfaite. Et mon autorisation du mariage n'a pas empêché tes reproches, car enfin tu démontres que je suis dans tous les cas coupable de ce que tu n'étais pas marié. Mais au fond, là-dessus, comme dans tout le reste, pour moi tu n'as rien démontré sinon que tous mes reproches étaient justifiés, et que parmi eux, il en manquait encore un de particulièrement justifié, à savoir le reproche d'insincérité, de flagornerie, de parasitisme. Sauf grave erreur de ma part, tu me parasites encore avec cette lettre telle qu'elle est. À cela, je réponds que d'abord, toute cette objection, qui en partie peut se retourner contre toi, n'émane pas de toi, mais justement de moi. Car même ta méfiance envers autrui n'est pas aussi grande que ma méfiance envers moi-même, fruit de ton éducation. Je ne nie pas que l'objection, qui de surcroît contribue par elle-même de nouveau à caractériser nos rapports, n'ait une certaine justification. Dans la réalité, les choses ne peuvent naturellement pas se coordonner comme les preuves dans ma lettre. La vie est plus qu'un jeu de patience. Mais avec cette correction qui résulte de cette objection, une correction que je ne veux ni ne peux développer en détail, il m'est avis qu'ait tout de même atteint quelque chose de si approchant de la vérité que cela peut nous apaiser tous deux un peu et nous rendre plus facile à vivre, de vivre et de mourir. Franz.